Là, on est dans la merde. On est dans une vraie merde. On est dans la merde, hein. J'ai pas compris, dis-le encore. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Ouais, c'est des histoires de fric. Ça me désole, hein. T'en sors du n'importe où avec ta caméra. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? C'est le carnaval, là, wesh. Hello tout le monde, c'est Ruben. Bienvenue dans la Hesse, le podcast cinéma proposé à l'arrache, avec des gens simples, pour vous parler simplement, mais avec passion, de petits, de grands films, de vieux trucs, de moins vieux trucs, bref, ici ça va papoter cinéma. Incroyable. Et oui, aujourd'hui c'est notre lancement, l'épisode 0, et finalement ce qui s'annonce un peu comme un test pour nous, les 4 zigotos un peu cinévores que nous sommes, vont-ils réussir à vous parler de films? N'empêche, vaudrait mieux, sinon qu'est-ce qu'on fout là? Voilà. On est jeunes, fougueux, plein d'énergie. Alors oui, il faudra pardonner nos balbutiements, nos hésitations, nos doutes, notre manque d'expérience tout simplement. Mais on espère grandir en même temps que votre amour pour notre émission grandira. Ouah, j'avais pas lu à haute voix, c'est chaud. C'est incroyable. Alors, on n'a pas voulu commencer par quelque chose de trop compliqué, hein. Rien à voir avec le fait qu'on est des branleurs. Non, en fait, on a cherché un moyen de se présenter à travers ce premier épisode, ce test, tout en vous causant de cinéma, parce que oui, c'est quand même le but de l'émission. Donc autant essayer. Du coup, si on veut parler du cinéma qu'on aime, qui semble définir notre jeune, certes, mais ambitieuse cinéphilie, du cinéma qui nous rend heureux, qui nous émoustille, bref, quoi de mieux que de parler de nos films préférés. Alors oui, clairement, on s'est pas foulé, mais bon, on vous rappelle que vous écoutez une émission qui s'appelle La Hesse. On enregistre actuellement avec du matos de la fac, dans un studio de la fac. Donc voilà, l'ambition des types, elle est posée directement. Mais on a un bête de matos, quand Mais même. on a un bête de matos. Ouais, 2000 balles. Hein. Sauf ton micro. 2000 balles. Ouais, mon micro, j'ai le pire. Mais c'est pas grave. Désolé, Balthazar. Mais promis, on va se la donner pour vous. Bref, trêve de monologues dans lesquels je me contente de lire mal mon texte, surtout que je suis loin d'être le seul pour animer cette émission. Car oui, si vous avez été attentif à mes conneries depuis le début, nous serons bel et bien 4 dans vos oreilles. Je vais me tourner vers vous. Comment ça va les gars? Tranquille, et toi? Très bien. Alors, Stressé. Mais stressé? Ouais. Non, arrête Louis. C'est le début d'une aventure, en vrai. C'est le début d'une grande aventure. C'est un fantasme. Et ça fait bizarre, en vrai. Ça fait tout à fait Une bizarre. petite demi-molle là. Je te cache pas que... Bon. Non, mais en vrai, c'est vraiment cool. Genre, tu sais, ça permet de vraiment pouvoir développer son Grave. analyse sur les films et tout, et pouvoir plus avoir une critique plus objective. Ça permet vraiment de l'analyser en profondeur, je dirais. C'est un Trop exercice intéressant. qui forme aussi. Ça On est des jeunes étudiants en cinéma, on manque un peu d'expérience, mais on est juste finalement une bande de potes qui voulaient parler de cinéma autour de micro, et c'est ce qu'on fait finalement. D'ailleurs, peut-être se présenter rapidement. Bon, moi c'est Ruben. Thomas, comment ça va? Bah, tranquille, hein. Tranquillement. Balthazar à ta droite, à ta gauche. Bah nickel. On se Nickel. présente vraiment ou... Bon non, mais tu vas pas nous raconter ta... Abonnez-vous. Oui, c'est vrai que tu fais des vidéos sur YouTube en plus. Exactement. Et oui. Tu nous parles de quoi sur YouTube? Bah vas-y. Ça me tue parce que tu fais genre tu sais pas. Monsieur est entertainer. quoi, genre, Depuis bientôt 2 ans, j'ai une émission sur le cinéma d'animation. Oh là Ça là, s'appelle Animatix. c'est fou. surtout, allez voir les émissions d'il y a 2 ans qui sont vraiment les meilleures. Ils sont ultra cringe. Mais non. En plus, bah oui, le mien, je suis... Premier fan. Premier fan, premier abonné à ma droite d'ailleurs. Tu peux t'introduire toi aussi? Bah moi c'est Louis. Je suis né. Non, on a dit qu'on s'en foutait. Non, Bah mais- voilà, moi je fais pas de vidéos sur YouTube, mais Non, j'en c'est regarde. Je regarde vrai. des films aussi et j'aime bien. De toute façon, Voilà, vous l'avez entendu, ils sont chauds, que dis-je, ils sont bouillants, prêts à vous émerveiller de leur verbe de génie, c'est vrai qu'on a baissé la de leur élan. Je sais pas ce que je raconte, mais je crois qu'on est surtout là pour vous parler de films. Alors les gars, c'est quoi vos films préférés? Qui veut se lancer? Je sens Balthazar est chaud. Tu sens que Bah, Allez, vas-y. Balthazar, c'est fou parce que Thomas me fait le nom de la tête. C'est très drôle parce que. Mais vas-y, tu vas nous parler de quoi? Je vous parlais tout simplement de Porco Rosso. Connais Alors, pas. pour comprendre pourquoi Porco Rosso c'est mon film préféré, faut déjà comprendre mon rapport à Miyazaki, qui est directement lié à mon rapport au cinéma. Donc déjà, c'est des films d'enfance de fou, quoi. Je pense, comme pour toute une génération, Miyazaki, ça a été quand même... Effectivement. je pense que globalement ici autour de la table, on a tous vu du Miyazaki, on a tous aimé du Je pense Miyazaki. même tout le monde dans la fac a... Je pense que oui. Et pendant longtemps, ça a été Shiro, mon Miyazaki préféré, parce que je Ouais. pense quand t'es gosse, tu vois Shiro, c'est insane, quoi. Puis les parents qui se transforment en porc, enfin, Comme un c'est horrible. Traumatisme. Ouais. Traumatisme. Un des Et, grands traumatismes, effectivement. Et un jour, j'ai décidé de me remater Porco Rosso, parce que ça faisait hyper longtemps. Mhm.
et une grosse claque dans la gueule. Je devais avoir genre 13 ans. Avant, je comprenais pas Porco Rosso, je comprenais pas trop le délire. Bah, en même temps, c'est vrai qu'on peut. On a tous vu Porco Rosso ici. Oui. Ouais, depuis. Ah ouais, ça fait un petit moment. Attends, Louis, tu l'as pas vu? Vends-moi ça, mec. Ah oui. Je le vends. Ok, donc sauf lui. Qui a vu le film dont je vais parler? C'est ouais, vrai, ouais. mais tu teases. Mais c'est vrai que Porco Rosso pour un enfant de 10 ans, enfin, Oui. c'est chaud, tu vois. Mais c'est avec Le Vent se lève, je pense, le film le plus adulte de Miyazaki. D'ailleurs, ils dialoguent pas mal ensemble, Le Vent se lève et Porco Rosso, mais j'en reparlerai après. Oh là là. Du coup, ouais, grosse claque. Et du coup, quand j'ai entrepris d'en parler sur Internet, je me suis vraiment penché dessus. Et je me suis repenché sur toute la carrière de Miyazaki. Et ça a été un immense plaisir de redécouvrir tous ces films qui étaient des films pour gosses qui racontaient juste ce qu'ils racontent. Et quand tu t'y penches, Miyazaki, c'est un gros communiste qui essaie de pourrir toute une génération avec son communisme. Il essaie de t'infiltrer des messages partout. C'est vrai qu'il y a une certaine idéologie dans ces films. Gros message. Même pour l'Irak, pour le château ambulant. Ah ouais, l'Irak est On a des spectateurs en fait. Tu veux venir, Noé, du coup. On ne vous a pas présenté. C'est vrai que On a un public ce que l'on appelle la 5e roue du carrosse. C'est pas vrai, Noé, tu le sais. Mais non, du coup, ouais, très, très politique, mais je reviendrai sur pourquoi j'aime Porco Rosso. Mais pas communiste. Mais si, il a fait partie d'un syndicat communiste. Mais oui, mais j'en sais les choses. Après, moi aussi, j'ai fait une vidéo sur Miyazaki. C'est vrai, hein. Tu fais des vidéos? Tu n'as pas de micro, Noé. Attends, vite De toute façon- fait. Est-ce que je peux changer de chaise? Parce que Bien sûr, ça fait bien que sûr. grincer, ça Ouais, s'entend. ça Oui, ça Ok. s'entend, ça Bah, s'entend. on fait une pause, on coupera. Et du coup, je reprends petite pause, Oui, Thomas petite qui pause. change de chaise. Du coup, pour comprendre pourquoi j'aime pas Porco Rosso. Je chie sur ce film, Voilà, Miyazaki c'est la grosse merde. Non, et du coup, pour comprendre c'est une fin de pourquoi carrière. j'aime Porco Rosso, je l'ai déjà en plusieurs étapes. Mais déjà, Porco Rosso, c'est un des rares films qui me fait pleurer. Et pourtant, il est pas vraiment triste, mais il y a juste une scène où tu comprends pourquoi Porco est devenu un cochon. Mais je vais revenir sur le plot du film et un peu l'histoire de sa production. vite Avec fait. tes mots, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Bien sûr. Donc Porco Rosso, ça raconte l'histoire de Porco Rosso, qui est donc qui s'appelle Marco Pagotto, car c'est un Croate d'origine italienne. Le film se déroule sur l'Adriatique. Et Marco Pagotto est un ancien aviateur de la guerre 14 et qui est devenu entre-temps chasseur de primes sur les hydravions sur l'Adriatique. Et c'est un personnage un peu désabusé, qui est un peu tout perdu à la guerre et il s'emballe un peu les couilles de la vie. Il est là, juste donnez-moi ma thune et laissez-moi être sur mon île. Il a juste son amie Gina comme dernier contact. Et il va, au cours d'une petite aventure, rencontrer plein d'autres personnages, notamment le personnage de Fio, qui va être un personnage très important et pour moi le meilleur personnage féminin de Miyazaki avec Princesse Mononoke. Ah, oui, Mais, merci. Tu connais Princesse Mononoke, mec? Put some respect. Et Chihiro. quoi? Chihiro. Oui, non, mais Chihiro, on l'aime aussi. bien, mais vas-y, c'est bon. Oui, du coup. Pardon? On va pas mentir. Tu veux qu'on rigole? Et du coup, Porco va changer. Et du coup, le film a d'abord été pensé pour relaxer le studio Ghibli. D'accord. Parce qu'il venait de finir Souvenir goutte à goutte de Isao Takahata, qui est un peu le deuxième membre un peu oublié du studio Ghibli. Et pour moi, c'est très dommage parce qu'il a fait d'excellents films, notamment Pompoko. Ah oui. Et oui. Excellent. Je voulais que tu parles de Pompoko quand t'as cité son nom et ça c'est parfait. Du coup, Homoide Poroporo, donc Souvenir goutte à goutte, qui est un film que je n'aime pas du tout, du coup, mais c'est un autre débat. Et du coup, vu qu'il était très demandant en animation, ils ont fait Porco Rosso et on peut voir dans toute sa mise en scène, son animation, que vraiment on est plus cool, on est plus calme, même si il y a des moments de bataille aéronautique qui sont vraiment très impressionnantes. Mais le film reste quand même très cool, très contemplatif, il a un rythme. Bah, c'est du Miyazaki, quoi. Que tu veux dire. Ouais, Voilà. mais tu compares à ce que peut-être le château ambulant ou Pogno, où là il est dans sa phase je suis un grand malade, je te fous tout qui bouge partout. Pogno face de grand malade. Pogno, mais tu feras. Mais Pogno est pour moi l'apologie. Ce mec est un malade, ok. Et pour moi l'apologie du grand malade. D'accord. Puisque tu peux regarder partout sur Pogno, il y a toujours un truc qui bouge. Il y a jamais rien n'est fixe sur Pogno. Bah, ce qui est Et également intéressant. oui, Ça permet ça de- rend le film très intéressant. Mais du coup, après, il va plus se calmer et revenir à ça sur le plan solo. Mais il va quand même un peu remettre plus d'importance dans ce film, puisque, donc j'ai dit, le film se passe en partie en Croatie, et à ce moment-là, dans les années 90, il y a la guerre de Yougoslavie.
Évidemment. Qui fait rage. Et du coup, vu que Miyazaki est quelqu'un d'assez engagé politiquement, On a cru comprendre. pour ce film, il va y injecter beaucoup plus d'importance. Et à la base aussi, c'est une commande de Japan Airlines. Ah, ça, c'est intéressant. Ah ouais. Et ouais, il est fait à la base pour être un moyen métrage pour les vols courts de Japan Airlines. Et finalement, il va douiller Japan Airlines, il va faire un long métrage. D'accord. Parce que c'est un fou malade Incroyable. dans sa tête. Mais du coup, moi j'avais une question, parce que tout à l'heure tu parlais de ton rapport au film, que tu l'avais vu assez jeune, que t'étais Ouais. pas forcément. T'as peut-être pas forcément compris, que t'étais pas forcément attaché au départ. Pour toi. Au départ, je m'en battais. Ouais, voilà, tu peux le dire clairement. Ça Pour mérite toi, d'être clair. c'est à quel âge, Porco Rosso? Porco Rosso, c'est à 13 ans, je crois. Peut-être Ok. 12 ans. Je sais pas. À quel âge Ouais. il faut le voir pour toi? Porco Rosso, c'est un film, je pense, à voir un peu plus adulte, une fois qu'on a un peu plus conscience de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, de la Ok. montée du fascisme, qu'on a aussi plus conscience de ce que ça fait d'être adulte, aussi d'avoir perdu des gens, d'avoir vécu des choses, Ouais, donc, des real things. Mais est-ce que c'est pas finalement des choses que. Parce que je pense à Chihiro. Alors peut-être que pour un enfant de 10 ans, je sais pas, je dis 10 ans comme ça, mais parce que voilà, pour moi c'est l'âge un peu. Voilà. Mais est-ce que pour un enfant de 10 ans aussi, Chihiro, c'est pas. Enfin, je sais pas, t'as le deuil des parents, Maintenant, on sait un peu tous les sous-entendus, bon, assez subtils, hein, de Chihiro, sur la prostitution au Japon. La station de bain, c'est un petit capitalisme. Voilà. C'est vraiment ça. Voilà. Et du coup, je me dis, peut-être que, ok, Chihiro est plus subtil à ce niveau-là, et du coup est plus accessible. Et est-ce que c'est ça vraiment qui rend. Bah, après, dans tous les contes pour enfants, globalement, t'as des trucs horribles. Hein. Oui. Voilà, mais c'est l'intérêt, c'est ce qui fait un bon film d'animation au final. C'est un film qui peut parler à tout le monde. C'est un film qui. L'intérêt de Miyazaki, c'est que t'es jeune, tu peux aussi te concentrer sur le côté contemplatif de la chose, sur le côté un petit peu féerique, et en tant qu'adulte, t'apportes un nouveau point de vue sur le film, et ça te permet de comprendre des choses dont voulait parler le réal. Mais je trouve, justement, ce qui est bien avec Miyazaki, c'est qu'il infantilise pas. Clairement. Genre, toi, même c'est de l'animation, mais genre, ouais, ça, et ça te fait grandir, comme même quand tu découvres les films en étant jeune. Je sais, par exemple, Mononoke, j'ai dû le découvrir j'avais 8 ans, un truc comme ça. En vrai, ça te marque de fou, et ça te traumatise un peu. Genre, c'est un truc qui te marque vraiment, je veux dire. Et justement, et c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui est bien et qu'on voit pas ailleurs. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Miyazaki est un réalisateur, je veux dire, quand on parle de cinéma d'animation, souvent son nom revient tout le temps, et on le place sur le panthéon de ce style de réalisateur. Ouais, c'est vraiment c'est le king, en un mot, tout simplement. Du coup, il a malheureusement fait beaucoup d'ombre à plein d'autres de l'animation japonaise. Tu veux nous parler de ses autres? Peut-être rapidement. Ses autres. Parle de Pomme Poco, mec. Ouais, déjà, il a fait de l'ombre à son collègue, même s'ils se détestent un peu, mais ils peuvent pas se blairer. C'est pour ça qu'il y a 2 studios Ghibli, il y a 2 locaux, un pour Hayao Miyazaki, un pour Takahata, parce que s'ils se croisent, ils se pètent la gueule. Sinon, non, parce que je parle d'écologie, tout ça, mais... De toute façon, globalement, c'est un mec détestable, hein. Miyazaki, t'as pas envie de le croiser. C'est vrai? Bah, tu regardes pire, je crois. Je t'invite à regarder les documentaires de la NHK. Documentaire de quoi? De la NHK, c'est une chaîne japonaise. Est-ce que tu invites les gens à écouter aussi, à regarder ces documentaires? Ah ouais, il y en a des super. Il y a The Kingdom of Dream and Madness. D'accord. Sur tout le studio Ghibli, comment. Et c'est aussi pas mal centré sur Toshio Suzuki, le producteur en chef. Tu as sur YouTube Ghibli. Tu trouves ça sur YouTube? J'adore Noé quand même. Mais du coup, ouais, je disais, il en a rien. Le pire truc qu'il ait fait, je crois, c'est pendant la production déjà la production, mais aussi la diffusion de Les Contes de Terre-Mère, le premier film de son fils. Déjà, il se casse à une heure du film, et après il va le voir, il dit que c'est de la merde. Et vraiment, quelqu'un de vraiment détestable. Il se pointe des fois pendant la colline au coquelicot, il regarde les décors, il fait ça à chier. Oh putain. Il va dire ça à son fils. Après, il va dire ça à son fils. Mais après, ça peut... Tu peux te faire l'avocat du diable et te dire que voilà, il essaye d'aider. Non, mais il y a une volonté d'améliorer le travail. Mais je vais quand même revenir sur Porco Rosso. Vas-y, on va se recentrer sur Porco Rosso. Ce que j'aime aussi dans Porco Rosso, c'est vraiment, et je crois que c'est à partir de là où j'ai commencé à aimer, déjà quand j'ai commencé à apprécier son rythme, toute sa contemplation, ça a été déjà la première porte d'entrée. Mais après, ce qui m'a vraiment gardé, c'est tout le propos du film, et notamment politique. Donc, Porco Rosso, c'est un film qui vous parle de la montée du fascisme en Italie,
Assez frontalement en plus. Assez frontalement. C'est pas caché, c'est pas... Directement, dans des films pour enfants, Marco, il dit je préfère être un cochon décadent qu'un fasciste. Oui, voilà, c'est littéralement une réplique du film. Il te dit, et toi, quand t'es gosse, bah tu sais pas, tu comprends pas. Mais... Et puis déjà, s'il s'appelle Porco Rosso, c'est parce que Porco Rosso, c'était le surnom qu'on donnait aux communistes pendant le régime de Mussolini. Donc, c'est directement lié. Tout cet aspect aussi, il parle beaucoup de la guerre et de la violence, notamment dans un flashback où il parle à Fio, il parle du flashback pendant lequel il a frôlé à mort. Il y a vraiment tout un message sur la guerre et la non-violence aussi. Porco est quelqu'un qui refuse de se battre, refuse de tuer, qui est pour moi la thématique principale de Miyazaki. Tu prends Mononoke, c'est plus un film qui te parle de non-violence qu'un film qui te parle d'écologie. Pompoko est un bien meilleur film qui parle d'écologie. Il te dit frontalement, il te donne frontalement les problèmes, même si il y a tout un côté très fantastique, très cool, il te dit, on est en train de faire crever la planète, et la planète ne peut pas se défendre. Il n'y a pas le message de fin de Pompoko, c'est contre les humains, les Tanuki ne peuvent rien. Il n'y a pas de les dieux de la Terre vont revenir, vont tout casser. Non, les Tanuki sont écrasés par les voitures et c'est fini tout. Donc, soit on fait quelque chose, soit les Tanuki vont tous crever. Et la thématique de la non-violence, c'est quelque chose qui revient beaucoup, et notamment d'une manière, je pense, très intéressante dans Le vent se lève. Là, je regarde Thomas parce que c'est un film qui aime. Oui, bah oui. Fond d'écran. Top 3, plutôt. On va en parler après. Il apprécie pas mal. Et qui dialogue beaucoup avec Porco Rosso, forcément, grâce à la passion des avions de Miyazaki. D'ailleurs, le mot Ghibli vient du nom d'un moteur. Un moteur d'avion. D'un moteur d'avion. D'un moteur, ah d'accord. Qu'on aperçoit dans Porco Rosso. Oh, d'accord. Mais on est sur de l'anecdote. C'est fou. Et ils ont l'abîme de qualité. Parce que Miyazaki, il faut savoir que son père était celui qui faisait les nez d'avion ou ailes d'avion de l'avion Zéro, donc l'avion qui a été beaucoup utilisé pour les bombardements kamikazes. Et donc il en a beaucoup voulu à toute cette guerre, tout ça. Et avec Le vent se lève, il revient sur ça. Et il revient aussi sur, mine de rien, l'histoire du Japon, de toute la collaboration avec les nazis et tout. Et c'est très fort, mine de rien, parce que Miyazaki, c'est un peu le seul réalisateur en animation japonaise qui t'en parle directement. Il y en a beaucoup qui abordent le sujet du totalitarisme, du fascisme, mais pas directement frontalement. Je sais pas, et on va dire, en vrai, je sais pas du tout s'il y a une honte de la collaboration au Japon. Miyazaki, je pense, c'est un des seuls à en parler directement. Même si, des fois, de temps en temps, t'as des trucs qu'on aborde frontalement et clair, mais j'arrête de faire de... Non, ça fait un bruit dans le micro. Notamment dans Dragon Ball Fusion. Oh, tu veux me parler... Attends. Un combat entre Sangoten, Trunks et Hitler. Oh là là. On a ça dans... Attends, vraiment. Mais il y a un moment, ouais, où... en fait, il y a un truc où il ramène tous les morts à la vie. T'as toutes les figures importantes, machin. Notamment Adolf Hitler. Les morts. C'est-à-dire qu'il y a un montage parallèle. Avec Sangoku. Tu as Sangoku SSJ3 qui est en train de combattre son méchant, je sais plus comment il s'appelle, Janemba. Oui. Et ensuite, on passe à Trunks et Sangoten qui sont en train de faire la guerre avec Hitler. J'adore ce film. 4 étoiles sur Letterboxd. Ah bah nickel. Premier épisode, parler d'Hitler. Une étoile pour Hitler. Let's go. Et pour finir sur Porco Rosso. Oui, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect très... Alors moi j'appelle ça l'humanisme, je sais pas si ça colle à la définition exacte de l'humanisme, mais... Ça méchant. Mais oui. La RES, hein, attention, une émission approximative. En plus, j'ai juste marqué que de la fake news ici. Ça va être que ça. Que des infos, mais elles ne sont pas bien. C'est vraiment nul. Nous n'avons rien vérifié. Porco Rosso, c'est un film qui te parle d'humanité, tant bien, et là je reprends directement les mots de ma vidéo, c'est horrible, tant bien dans le fait d'être humain que de l'ensemble des humains. Parce que Porco est un personnage qui a un peu tout perdu. Il a tout perdu à la guerre et il s'en fout un peu de tout, et il va réapprendre à être humain, puisqu'il a perdu son humanité, c'est un homme cochon. Et dans tout un truc de l'anthropomorphisme, il y a un truc très intelligent dans son message aussi sur l'humanité. Tous les personnages qui ont pendant un moment fait partie de la guerre et qui l'ont ensuite refusé sont anthropomorphisés. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a le mécanos, il ressemble à une taupe. Oui. Et tous ceux qui sont restés et qui ont continué vers le fascisme italien, eux, ils sont tout à fait normaux, tout à fait humains.
Et donc, il y a tout un truc. Il joue sur ça, finalement. Il joue sur ça. Sur ce contraste. Et donc, ça reprend directement déjà la première source de Miyazaki, qui est, j'ai oublié de le dire, mais à la base, c'est quand même un manga de Miyazaki. Ah, donc il a écrit des mangas, Miyazaki. Oui, enfin, il a alors, dessiné. Miyazaki, on n'en parle pas beaucoup, mais Miyazaki, c'est un excellent mangaka. Et il a fait notamment le manga Nausicaa, qu'il a tenu au début de sa carrière pendant qu'il travaillait encore à la Toho, jusqu'à la fin de la production de Porco Rosso. Donc il a tenu vraiment longtemps ce manga. D'accord, mais donc le film Nausicaa est une sorte d'adaptation du manga Nausicaa. Ouais, c'est une adaptation du début de Nausicaa et de ce que Miyazaki avait en tête pour la fin de Nausicaa. Okay. Et c'est en termes de dessin pur, c'est absolument jouissif. Et il a fait quelques mangas après. Et je trouve ça un peu triste des fois qu'il soit devenu réalisateur, parce que je crois que limite quand je lis ses mangas, je crois que je préfère ses mangas que ses films. Bon, après, mais ça aurait été dommage de ne pas voir les films. Ça aurait été super c'est dommage. vrai qu'on aurait passé une enfance bien plus triste. Mais ça... Ouais, oui, c'est sûr. Mais je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas eu le Miyazaki mangaka, j'aurais beaucoup aimé voir ça. Je comprends. Donc Porco Rosso, à la base, c'est l'ère des hydravions, où tout le monde est des cochons. Donc ça ressemble un peu à Mouse, je sais pas si vous voyez. Pas du tout. Mouse, c'est... Non mais comme ça. Pas du tout. C'est un comics américain qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Qui est l'histoire vraie de... Peut-être. Oui. L'histoire vraie d'un fils qui raconte la vie de son père. Bien sûr. Pendant la Shoah. Vraiment un premier épisode plein de je vois plein de choses. Mouse, c'est vraiment déprimant. Mais du coup, dans Mouse, toutes les juifs sont des souris, et les chats sont des nazis, et les polonais sont des cochons. Donc déjà, pas très sympa pour les polonais de la part du père de l'auteur, mais c'est ce qu'il en pense. Moi, ça me fait penser un peu à du Orwell, quand tu à la ferme des animaux, George Orwell. Exactement. Est-ce qu'on l'a pas tous lu au collège, ce bouquin? Moi, je l'ai pas lu. Ah ouais. Mais le film. L'affaire des animaux, oui. Ah oui, l'affaire avec des des vrais animaux. animaux, ça c'est... Il y a eu un film du livre Ouais, ou qui la ressemble... Ferme en Oui. folie, Non, c'est un film qui ressemble un peu à... Rien à voir. La ferme en folie sur Gulli. La ferme en folie, parlons-en. Grosse adaptation. C'est avec des vrais animaux, tout ça, c'est un peu comme Babe. Ouais, j'ai vu ça me dit quelque chose. Babe, c'est une masterclass. C'est bien. Attends, juste pour terminer, faut oui, que je t'avoue un truc Balthazar. Je me suis endormi devant Porco Rosso. Oh là là. Mais c'est pas grave. En La vrai, première fois que je t'ai c'est un film, il a un rythme assez particulier. Si ça plaît pas, ça En plus, ça me plaît, mais je me Non, suis juste oui, endormi oui, y a pas de comme souci. ça. Moi, je vais parler d'un autre film, je me suis un peu endormi. Tu m'as complètement donné envie de le voir. Hein. Mais bien sûr. Ah oui, Mais de ça toute façon, va, tu utilisais un adjectif pour J'espère parler que des films de j'aurai cet Miyazaki, effet-là. contemplatif. Je pense que est-ce que ça favorise un peu le climat de dodo? C'est vrai que notre cher Thomas, le climat de dodo, il lui suffit d'une lumière un peu tamisée. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Thomas et le dodo. C'est-à-dire que là déjà on est dans une ambiance où je pense qu'à partir de 16h30 on le voit plus. il va falloir qu'il fasse sa partie. Ouais, j'avoue. T'enchaînes après. Non, je pense contemplatif, beaucoup, mais pas tant que ça. Parce que c'est quand même un mec de l'action. Hein. Tu prends notamment Chihiro, Mononoke. Oui. Des scènes d'action, t'en as. Hein. Oui, Et oui, genre... il y a du dynamisme. Ouais, mais c'est quand même... C'est quelque chose de très important chez lui, là, le côté contemplatif, mais oui. C'est un peu un rythme de western, quoi. Ouais, les films de Miyazaki, c'est un peu les westerns au Japon. C'est tellement on contemple, et après... T'as ça dans beaucoup de films, quoi. Du coup, je vais te demander, pour toi, vraiment en une, deux phrases, Max, qu'est-ce que tu nous dirais pour nous convaincre de regarder Porco Rosso pour ceux qui l'auraient pas vu? Ça peut être 3. Peut-être 3. Par contre, 3, je te pète la gueule. Pour vous convaincre de regarder Porco Rosso, à un moment dans la VF, parce que je regarde Porco Rosso en VF, il y a quelqu'un qui traite un autre de clodo aérien. D'accord. Et ça me fait crever de rire. Ah bah écoutez, voilà. C'est comme ça que ça se termine. Voilà. Donc, non, ok, et très rapidement, votre Ghibli préféré, je ne veux que le nom de votre Ghibli préféré et on enchaîne. Thomas. Château dans le ciel. Ça marche. J'ai pas le droit de dire Porco Rosso, je vais pas dire Chihiro, je vais dire Si tu t'en l'aurais. Ok. Et RIP, d'ailleurs le réalisateur. Que Shifumi. Oui, parce que j'ai dit Ghibli, pas Miyazaki, donc vous pouvez citer un autre réalisateur. Louis. Difficile, j'ai eu une grosse période Totoro, mais sinon je dirais peut-être Ponyo sur la falaise. D'accord. Ah bah ouais. moi c'est mon top 2, Ponyo, moi c'est Mononoke, voilà. Mononoke, Ponyo, ça se touche. Oui, Noé, bah t'as le pull, d'accord. en plus, Noé a le pull. Ça se touche. Tout à fait, ça se touche. Okay. Noé qui se touche. Sur notre émission, sur le côté là. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi pour défaitisme, désertion, menée antipatriotique
idéologie décadente et propos obscènes. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Bande-annonce. TF1. Bah merci beaucoup Balthazar. J'espère que tu auras donné envie aux gens de revoir Porco Rosso. Je vais me tourner à ma droite. Le beau Louis. Alors Louis, t'étais pas encore bien décidé sur quel film tu voulais nous parler, tu savais pas trop. Mes feuilles de notes sont absolument trempées. Donc oui. Noé, putain. Effectivement, je n'ai pas de film préféré à proprement parler. C'est assez difficile pour moi de noter ça. Du coup, j'ai cherché un petit peu dans les films que j'ai vus récemment parce que voilà, c'est ça aussi. Mais les films qui m'ont le plus marqué, c'est essentiellement des films que j'ai vus il y a longtemps, mais donc je m'en souviens plus trop. Et ce film-là dont tu vas nous parler, tu t'en souviens? Ce film-là, je l'ai vu il y a quelques mois. 2-3 mois seulement. Okay. Je l'avais sûrement vu étant petit, mais oui. Plus de souvenirs. Je l'ai vu il y a 3 mois et ça m'a un peu remarqué, alors que je l'ai vu dans une qualité complètement dégueulasse. Mais ça m'a pas posé de problème pour voir un petit peu... Les meilleurs films, ça pose jamais de problème. Voilà, oui, c'est un film qui, les qualités, j'en parlerai plus tard, mais sont essentiellement, je trouve esthétiques. Je suis d'accord là-dessus. Oui. Après, film qu'on n'a toujours pas annoncé, du coup. Film qu'on n'a toujours pas annoncé. Non, j'ai parlé de Legend de Ridley Scott. Oui, le sorti en 1985, bien sûr. Il a bien bossé, le gros flop de Ridley Scott. Mais oui, on va en parler. Parce que Ridley Scott, vous le connaissez sûrement. J'espère. Pour des grands classiques. Alien, Blade Runner, entre autres Alien 79, Blade Runner 82. Oui. Ouais, je dirais ça. Même année que le prochain film, je ne spoil pas. On ne spoil pas. On le connaît un peu plus récemment avec des Gladiators en 2000 ou des Sol sur Mars en 2015 par exemple. C'était que des films très connus. Mais donc Legend, c'est un film qui tenait pas mal à cœur de Ridley Scott, il me semble. Ouais. Et c'est un peu l'histoire du film qui est intéressante parce que c'est un film qui avait tout pour marcher. C'est-à-dire que c'est un film ambitieux. Ridley Scott, il sortait d'un back-to-back Alien into Blade Runner. C'est ça. Les studios lui donnaient un petit peu tout le budget qu'il voulait. Il pouvait faire l'équipe qu'il voulait, les décors qu'il voulait. Il était dans un thème qui était super en vogue à l'époque, où on enchaînait Dark Crystal. L'Heroic Fantasy. Voilà, la fantasy, le conte de fées. Allez voir Dark Crystal. Voilà, Dark Crystal, Noé recommande Dark Crystal, je n'ai pas vu, mais voilà. Conan le Barbare. Le Barbare en 82. Excalibur, il y a pas longtemps. Également, qui est sorti en 81. 81, effectivement. Et l'histoire sans fin de Wolfgang Peterson. Mais oui, il est sorti 84. Il est déjà sorti à ce moment-là le film d'animation Le Seigneur des Anneaux. Fait par le mec Machine. 70, je crois. 70. D'accord. Merci Noé. Au moins on a un expert Seigneur des Anneaux et ça voilà. Parce que voilà, donc oui, j'ai sélectionné Legend parce que j'en ai pas parlé. Mais pourquoi j'ai pris Legend? Parce que je l'ai vu récemment et que ça représente un petit peu. Ça me permet de parler de choses que j'aime bien. Donc entre autres l'Heroic Fantasy. Entre autres l'Heroic Fantasy, mais pas que. Ridley Scott. Ah, le geek de merde. C'est vrai que est-ce que Ridley Scott est ton réalisateur préféré? Pas du tout. D'accord. Mais il serait dans une liste. Je sais que c'est un réalisateur qui est pas mal critiqué. Il est clivant. Qui fait pas l'unanimité. Il a une carrière clivante aussi. Il a une carrière clivante. Mais voilà, il a fait la pub Apple. Il a fait des pubs Apple, effectivement. Il a eu des débats. Entre Alien et Legend, d'ailleurs, il me semble. Je suis pas sûr. C'est peut-être juste après. T'as Blade Runner, les deux. Oui, entre Blade Runner et Legend. C'est au début de sa carrière qu'il a fait la pub Apple. Bah, c'est plus ou moins le début de sa carrière. Je suis plus trop sûr des dates, mais c'est dans les années 70-80, quoi. Mais du coup, sur Legend. Mais donc oui, Legend... Ah, c'est lui la pub Apple 1984, là? Oui, c'est lui. Voilà, avant Legend. Donc oui, Legend, ça avait tout pour marcher, parce que, donc, film qui tient beaucoup à cœur au réalisateur, il avait tout ce qu'il voulait pour faire le film, et il sortait dans une ère propice à ça, parce que Star Wars était sorti juste avant, donc la fantasy, on voyait que ça marchait, on voyait que c'était populaire, tout le monde s'est mis à sortir ça. 77 Star Wars, pardon. Non, oui, 77, tout à fait. C'est moi. Mais voilà, c'est un genre qui a été vraiment repopularisé avec ces films-là, et c'est sorti en balle à cette époque-là, et Legend est dans la plus pure tradition de ce qui se fait à l'époque, sauf que il n'a pas trouvé son public, et on se demandera un peu pourquoi. Parce que peut-être qu'il cherchait mal son public, c'est une autre possibilité, mais en attendant, voilà, gros flop. Or, j'estime que Legend fait partie des grands chefs-d'œuvre de Ridley Scott dans un genre. Les termes sont posés. Dans un genre qui n'est pas de la science-fiction, parce qu'effectivement, on peut parler de chef-d'œuvre de Ridley Scott en science-fiction. Là, je pense que ça fait moyennement débat. Alien, Blade Runner, je pense que quand t'as fait ces deux films-là, t'es safe. Bon, après, quand t'as Prometheus derrière.
Effectivement, il y a Prometheus, mais on a tous nos mauvaises. On a tous nos démons, des squelettes dans le placard. Gros démon. Qu'est-ce que t'aimes dans Legend? Qu'est-ce que j'aime dans Legend? Alors parlons-en, on parlera un petit peu du contexte après. Donc, ah pardon, je voulais pas te... en fait, j'ai trouvé le contexte du film plutôt intéressant, mais j'ai commencé pas mal à en parler. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le film avait eu une projection avec une musique de... Non, j'ai la fiche Wikipédia. Ouais. Ouais, voilà. Oui, c'est ce que j'avais entendu. Voilà, exactement. Et ils ont mis Tangerine Dream pour faire... c'est ça. Et en fait, oui, voilà, parce qu'en fait, la projection était la première projection du film, pour voir un petit peu ce que ça donnait, était un encore plus gros flop que le film avant de sortir, qui a impliqué donc déjà de changer la musique, qui était apparemment, je n'ai pas vu la version Director's Cut, désolé, mais qui est apparemment un chef-d'œuvre du compositeur. Et qu'on peut peut-être rappeler le nom, parce que je suis pas sûr qu'on ait bien Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, comme un énorme nom d'Hollywood quand même. Voilà. Musique de Star Trek, de Alien. Voilà. J'oublie les noms, mais c'est pas grave. Et qui a été remplacé du coup par un groupe allemand. C'est bien ça. Et le montage, je crois que c'est une 20aine de minutes du film qui ont été coupées. Exactement, c'est ça, c'est une 20aine. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Pour rendre le film plus accessible, ce qui n'a visiblement pas bien marché. Ouais, ça a pas bien marché non plus. On va pas se mentir. Ça fait pas trop d'entrée. Mais ce cher Ridley Scott, donc j'avais dit qu'on lui accordait un grand budget. Et ce qui est intéressant aussi niveau galère, c'est Ridley Scott qui avait décidé de tourner sous son film en studio. Il s'est dit non, cette fois, ça m'a l'air très peu intéressant de tourner des plans dans une forêt, dans une vraie forêt. Je pense qu'on va plutôt construire une forêt gigantesque dans un studio. Mais c'est pour dire l'ambition du type déjà. Voilà, grosse ambition, grosse volonté de faire chier ses équipes aussi. Bon, les mettre au travail. Hein. Voilà, non mais énorme qualité de travail, voyez le film. Donc ça s'est fait, j'ai noté le plateau 007 de Pinewood en Angleterre. Ah ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, la forêt remplit complètement le plateau et avec des arbres gigantesques qui allaient jusqu'au plafond de ce plateau, qui a provoqué un petit court-circuit à la fin du tournage, qui a fait brûler l'intégralité du studio. Ah, énorme. Grosse part. Il me semble que c'est comme il tournait James Bond à côté. C'est pour ça que ça a brûlé, je crois. C'est bien en fait d'avoir Noé. Noé, c'est un peu un arbitre. Ça aurait apparemment quand même un lien avec le fait que les arbres étaient quand même dans les projecteurs, quoi. Moi, j'ai vu que c'était à cause de James Bond à côté. Bah, il y a différentes versions. C'est peut-être pas. Disons, le fait que le décor monte jusqu'au plafond a aidé au fait que ça brûle. On va dire ça comme ça. Après, peut-être qu'il y a différentes versions. Chacun sa version. Je te dis, ici, rien n'est vérifié. Moi, j'ai envie de dire, un incendie est un incendie. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu sans étincelle. Et si. C'est pas si vrai, mais en l'occurrence, il y avait une étincelle. Oui. Donc voilà, grand studio, grande volonté. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Gros investissement de Ridley Scott, volonté de faire un grand film qui lui tenait à cœur, auquel il pensait depuis pas mal de temps. Et casting également assez intéressant. Il faut parler du casting. On a une star. Enfin, à l'époque, non, mais... Casting, c'est un peu un des premiers films de Tom Cruise. Oui. Qui avait fait 5 ou 6 films avant. Il y avait quoi, Risky Business. Ouais, qui l'a révélé un peu. Voilà, le film qui l'a révélé. Top Gun, c'est 86. C'est ça, c'est juste après. Oui, avant, oui. D'ailleurs, Top Gun, qui est tourné avec le frérot de Ridley. Top Gun 86. Ah ouais. L'année d'après de Legend. Ouais, et les deux frères ont tourné, et c'est un peu... voilà. Tony Scott, réalisateur de Top Gun, frère de Ridley Scott, réalisateur de Legend. Ah, mais c'est son frère. C'est son frère. Et oui, putain. C'est les frères Scott. C'est les frères Scott. Très bonne série. C'est juste qu'il s'appelait Tony Scott. Non, c'est vraiment le frère et c'est le ref. Voilà, il a récupéré un petit peu l'acteur de Legend qui joue donc correctement, disons. Ah, moi j'avais entendu dire que c'est pas son meilleur rôle. C'est clairement pas son meilleur rôle. Après, c'est un rôle. Il a pas grand chose à défendre. C'est un rôle de début de carrière et on en reparlera plus tard. Mais il a un personnage qui, je regarde si Noé me regarde mal, manque peut-être un petit peu de développement. Voilà, un personnage. C'est un personnage qui reste assez plat. Le but est validé. C'est en soi. Tu sais, moi j'ai la pression de parler avec ce mec-là. Il est tout près de toi en plus. C'est un personnage qui, en soi, c'est vraiment un héros de fantasy classique, en fait, qui a pas trop d'histoire avant et qui a un développement. Tout lui tombe dessus. Voilà, tout lui tombe dessus, il fait ce qu'il faut et il sauve la princesse. Ouais, donc on est vraiment dans la princesse des enjeux classiques, quoi. Voilà, la princesse qui est jouée d'ailleurs par Mia Sara,
Miyashara, qui pour le coup, et là c'est vraiment son premier film, il me semble. Ouais, du coup j'avais regardé sur Wikipédia et ouais, elle a pas joué dans grand chose de notable en tout cas. C'est beaucoup de séries télé, des trucs comme ça après. Ouais, c'est surtout ça, Miyashara, c'est... Mais du coup... Elle a joué dans La Folle Journée de Ferris Bueller. La Folle Journée de Ferris Bueller. Je l'avais noté. John Hughes. Elle a enchaîné juste après, effectivement, dans La Folle Journée de Ferris Bueller. Et après, effectivement, ça reste des rôles dans pas des films majeurs, on va dire. Surtout, voilà, de la série télé, ce genre de choses. Disons, pour faire ça, elle a pas eu la carrière de Tom Cruise. Voilà. Elle a pas enchaîné comme Tom Cruise, mais elle a commencé assez fort, je trouve, Miyashara, dans son rôle, où elle a un rôle assez... un peu plus développé que celui de Tom Cruise, quand même. Elle joue un petit peu deux faces dans son film. Un côté un petit peu princesse gentille à sauver, un côté un peu plus... Oui, c'est ça, parce que tu peux peut-être aussi te parler de qu'est-ce que ça raconte les gens. C'est vrai que je travaille très très mal. Je n'ai absolument pas pitché le film. On m'a lancé directement sur... voilà. Donc Legend, en gros, c'est un conte de fées. Donc c'est l'histoire de deux personnages. Donc on a Jack, qui est interprété par Tom Cruise, et la princesse Lily, qui est interprétée par Miyashara, qui vivent dans une forêt... enchantée. Ouais, une forêt. Voilà, une forêt féerique. On reparlera un petit peu de la référence biblique derrière parce que voilà. Ah bon ? Ouais, j'en parlerai. Ça te pose un problème, mec ? Ça ressemble un peu au Disney. Oui, bah c'est conte de fées. Bref, donc des personnages qui vivent dans une forêt et forêt qui est un peu dirigée par le cycle de la nature, un peu dirigée par les licornes aussi, animaux fantastiques qui sont très importants dans le film. Et dans l'ombre, on a le grand méchant Darkness qui est interprété par un acteur qui me semble que Ruben aime bien. Qui donc ? Qui s'appelle Tim Curry. Ah, mais on va en parler de Tim Curry. On va en parler. Qui moi, je trouve... alors, pardon, je n'ai pas vu le film en entier, mais j'ai vu des extraits avec, du coup, il joue le démon Darkness. Il foudroie le casting du film. Il foudroie le casting, quoi. Il est génial, Tim Curry. Et on parlera aussi de son maquilleur, ne t'inquiète pas, Ruben. Ah oui, non. Ça vient. Ça vient. Je te laisse finir. Et donc Darkness qui veut, lui, plonger le monde dans l'obscurité afin de régner plus ou moins sur le monde. Hein. C'est un méchant de conte de fées. Hein. Oui, on l'a dit, hein, c'est pas hyper développé. Et donc, il envoie ses sbires les gobelins pour sectionner la corne de la licorne qui sert un peu au fils de baguette magique. Qui ressemble beaucoup, les gobelins, aux orques dans le Seigneur des Anneaux. Effectivement, qui ressemble aux orques du Seigneur des Anneaux. Et donc voilà, et à un moment, on a la princesse Lily qui s'approche des licornes avec Jack et qui commet l'interdit en essayant de caresser la licorne, que tu ne touches pas, en fait, tu touches pas cette licorne, ça ne se fait pas. Est-ce qu'on est déjà dans la référence biblique, finalement ? Complètement, t'inquiète pas, on va y revenir. Et à ce moment-là, donc, les gobelins en profitent pour sectionner la corne de la licorne par ce moment de d'égarement et de battement. Et ça plonge le monde dans un froid glacial, dans un hiver éternel. Et la princesse Lily se fait enlever, et donc Jack doit entamer un voyage pour sauver la princesse et vaincre le grand méchant. Ouais. Le Darkness. Voilà l'histoire. Ça, c'est pour le... Rencontre des petits anges. Donc, nous allons parler un petit peu du synopsis. J'ai parlé de Darkness, et Darkness, on va parler un peu de son acteur, c'est-à-dire Tim Curry. Donc, Tim Curry qui, comme je l'ai dit, là, il est dans un des grands jours. Donc, Tim Curry, pour ceux qui ne voient pas... Le Rocky Horror Picture Show. Oui, mais peut-être encore plus... It, le clown. Qui joue le clown, il joue Pennywise. Enfin, la première adaptation de Tommy Wallace. Le téléfilm. Oui, le téléfilm, voilà, le téléfilm, il joue dans le téléfilm. Mais, voilà. Mais oui, évidemment, dans le Rocky Horror Picture Show, le docteur Frank Henfurter. Ouais, j'avais pas noté son nom, mais c'est un truc dans ce genre-là. Voilà. Et là, il est en grande forme. Et ça me permet de décaler un petit peu sur quelque chose qui m'a vraiment plu dans le film. C'est l'équipe du film, globalement, qui s'est un peu donnée. Et ce qui permet à Tim Curry d'être en aussi grande forme dans son film, c'est son maquilleur. Donc c'est du maquillage avant effets spéciaux. C'est-à-dire que là, c'est vraiment du maquillage... On est dans l'effet pratique, quoi. Voilà, tout est... On est dans de la prothèse, on est dans... Voilà, c'est uniquement de la prothèse. Il y a pas de... Ça a été inventé avant la CGI. Donc c'est là que ça rend le maquillage encore plus important. Et le maquilleur, c'est Rob Bottin. Let's go. Qui a une belle filmographie. Donc, une très belle filmographie. On lui doit donc Les Monstres d'un film dont on taira le nom, qui arrivera un peu après. Bon, c'est une certaine chose. Une merde. Bon, il a bossé dans The Thing. Il a également bossé sur un film qui me semble plaît pas mal à Ruben aussi, même si on va pas trop dévié dessus, non, c'est pas le sujet. Hurlement, mais voilà. Ouais, qui est un petit film de loup-garou de Joe Dante, sorti en 81, je crois, 1980. Exactement. Je me suis endormi devant, du coup. Mais c'était pendant une nuit du cinéma qu'on l'a vu. Oui, on ne l'ai pas vu,
mais je n'en ai entendu pas mal de bien parce que Voyez Hurlement, c'est très sympa. Ouais. Ça fait vraiment film d'horreur des années 80 avec vraiment de la photo typique années 80, de la fumée partout et tout. Ouais. Mais c'est très sympa Hurlement. Et il y a une scène de transformation en loup-garou qui est la scène culte du film. Ah oui, c'est bon, je me souviens du film. Voilà, avec en full effet pratique qui est impressionnante quoi. Qui fait beaucoup penser à la scène du film de John Landis, un loup-garou à Londres. Oui, c'est pas ça. Je l'ai. Non mais vous l'avez. Vous l'avez chez vous. Vous l'avez tous. Et ça me frustre beaucoup. Peut-être que quelqu'un va me le retrouver. Ça fait aussi me penser un peu à la mise à mort dans Total Recall quand ils sont mais sur Mars. Tu sais qui a bossé sur Total Recall? Et parlons de Total Recall justement. Qui a bossé sur Total Recall? Et super transition. C'est monsieur Rob Bottin. Excellent. D'ailleurs, 2 films avec Paul Verhoeven. Rob Chaussure. Robocop aussi. Robocop, effectivement. Robocop, je l'avais pas noté, mais c'est vrai qu'il a bossé sur. Et Basic Instinct. Il a bossé sur. Et Basic Instinct, pardon, 3 films de Paul Verhoeven. Wow. Ouais. C'est fou. Voyez du Paul Verhoeven. Et voilà, globalement, gros monsieur, hein, qui, pour un dernier petit film, voilà, il a bossé sur Seven également dans les maquillages et les effets spéciaux. Est-ce que, du coup, on se demandait, moi je me posais la question, est-ce que c'est dans Seven, c'est le cadavre du gros au début? Sûrement. Je l'ai trouvé le premier cadavre qu'on voit. Je l'ai trouvé peut-être le mec qui dort pas aussi. Enfin, qui bouge pas depuis un an. Aussi peut-être, ouais. Là, il y a un peu de maquillage. Ouais. Non, parce que pour le coup, dans le côté monstrueux, je retrouve dans le cadavre de Seven, le premier du coup, pour ceux qui ont vu Seven, le premier cadavre sur le meurtre, sur le péché de la gourmandise de la personne obèse, avachée sur la table. Moi, je retrouve un côté très Robotine, quoi. Quand on compare à ces maquillages rien que sur The Thing, dont je vais parler tout à l'heure, maintenant ce n'est plus un secret. Ouais, c'est vrai que. Il y a un truc très monstrueux dans la démonstration du corps, mise à mort du corps meurtri. Mais voilà. Donc oui, pardon, je vais peut-être. C'était encore un truc. Voilà, globalement, Rob Bottin qui s'est bien donné sur le film, qui a fait quand même un Darkness bien convaincant. Ce qui est le plus flagrant dans le film, je pense que c'est la photo. Il me semble que Noé à côté serait d'accord avec moi que... Est-ce qu'on a le nom du directeur photo? Le directeur photo, mec, je l'ai totalement noté, c'est Alex Thompson. Mec. Alex Thompson. Qui a bossé sur Excalibur juste avant, qui s'est bien fait la main sur Excalibur et qui a sublimé Legend comme il faut. La lumière... Je suis assez d'accord sur ça. Est absolument sublime et combiné au décor très travaillé, la forêt enchantée, le monde ténébreux, le Darkness, cette fumée, ces flammes... Très 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 intéressant, chaque plan est une carte postale globalement. Les décors sont très incroyables. C'est très pictural quoi dans c'est exactement ça, une peinture à chaque plan globalement. Je pense à des plans où on voit les licornes, c'est avec la fontaine. Voilà, c'est ça, l'introduction des licornes derrière la cascade. Ça fait un peu penser à toutes les illustrations Magic quand je vois les Mais parfaitement. Mais les cartes Magic, est-ce que pour ceux qui ont joué aux cartes Magic, voyez une carte Magic peut-être de l'élément je sais pas. Alors, j'avoue que j'ai jamais joué à Magic, mais je connais juste, en fait, parce que juste, je vous recommande la très bonne vidéo d'Alt236 sur Magic, le Mythologix, et juste, j'ai découvert Magic comme ça. Mais c'est très cool. Jouer un peu. Mais c'est cool Magic. Regardez Alt236. Mais du coup, on parle de photos, on parle d'effets pratiques de Rob Bottin. Plus globalement, la production design de Ridley Scott, elle est toujours soignée. Il s'en donne les moyens. Ah mais oui, clairement. Mais je veux dire, dans un film par exemple comme Alien, on le voit, l'esthétique de Ridley Scott, tous les soins qu'il apporte à ses décors. Je veux dire, quand on voit dans Alien les décors du Nostromo, qui est donc le vaisseau dans Alien, c'est génial. Bon, là, sur Alien, on sait qu'il est en collaboration avec l'artiste... Asher Giger. Merci, Giger, j'avais plus son nom. Et qui s'est beaucoup inspiré des dessins de Métal Hurlant. Mais clairement, Ridley Scott, c'est un mec qui fait attention à son esthétique, quoi. Qui aussi dans la pub, alors c'est... voilà. Oui. Et ce qui est bien important de savoir aussi au niveau de Ridley Scott, c'est que ses décors, déjà, sont très bien travaillés, très belle lumière, et que c'est lui-même qui a cadré chaque plan du film. Il est opérateur sur le film. Il veut avoir la main mise, quoi. Pour ses tableaux, c'est entre guillemets lui qui les a construits bien en adéquation avec son chef-op, parce que voilà, c'est lui qui filme son film. Il n'y a pas de cadreur derrière, c'est son boulot. Et donc, gros investissement du monsieur, et c'est ça que je respecte aussi chez lui, c'est que voilà, gros investissement au niveau du décor, la volonté de bien faire, le cadrage, le montage, jusqu'au montage, il y va, et ça propose un grand travail d'équipe. On pourra dire ce qu'on veut sur Ridley Scott, qu'on l'aime pas.
Moi, il y a des films que j'aime pas du tout chez lui, il y a des films que j'adore. Bien sûr, il y a des mauvais, on peut pas nier que c'est un grand monsieur du cinéma. Bah non. Quand t'as Alien, t'as Blade Runner sur ton CV. Je pense que ça va. Je pense que oui. Quand c'est bon. Et puis quand ton début de carrière, c'est Alien. Thelma et Louise, c'est un des films qui a lancé Brad Pitt d'ailleurs. Mais oui, c'est un des premiers rôles de Brad Pitt. Parce que il a quand même eu un des premiers rôles de Tom Cruise et un des premiers rôles de Brad Pitt. C'est pas dégueu. Bon, c'est un petit rôle, mais c'est dans ce rôle-là qu'on l'a découvert. Mais du coup, vu qu'on commence à partir sur pas mal de Ridley Scott, votre Ridley Scott préféré, les gars? Bon, on l'a peut-être déjà cité. Blade Runner direct. Sans Thomas. hésitation. Je dirais Alien, parce que je suis pas un grand fan de Blade Runner. Je trouve ça très bien, hein, mais non, mais y a pas de souci. Je trouve ça très cool, mais. Y a pas de souci. Voilà. Mais Alien, c'est beaucoup plus un délire qui me parle. Et du coup, vraiment. That's my man. Bah moi, du coup, je vais pas citer Legend parce que voilà. On n'a pas cité Porco Rosso. Ça pourrait être Ridley Scott préféré. Ça pourrait être mon préféré, mais sinon. J'avoue que j'aime bien l'épée de Plum, donc un petit penchant pour Gladiator. D'accord. Dans l'objectif aussi de pas citer ce qui a déjà été dit, sinon ça aurait pu être un Blade Runner, mais... Bah du coup, attends, vu que Noé... tu veux nous dire ton Ridley Scott préféré, Noé? Moi, j'avoue que j'adore Alien et Blade Runner. Allez, voilà, c'est pas mouillé. Moi, je vais pas être original. Moi, c'est Alien aussi. Alien, le 8ème passager, 1979. Sigourney Weaver... Incroyable, j'adore Ripley, j'adore. Mais j'adore les aliens. En fait. Comment? C'était Prometheus. C'était Alson Fucci. Je trouve ça incroyable. Comment? Non, j'ai rigolé. En vrai, c'était pas si mal. Mais si on se lance. Bon, peut-être un jour, un épisode sur la saga Alien, qui sait. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Parce que. Vu que c'est plein de réels Alex Thompson qui a bossé sur Alien 3, monsieur. Oh là là, mais c'est tellement hétérogène comme saga que. Oui, non, mais clairement, je suis assez d'accord. The eye. I am darkness. Ridley Scott's Legend. Bah merci beaucoup, Louis. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors du coup, tu nous parlais d'un monsieur qui va... Bah, du coup, peut-être que ça me lance là sur mon film. On a déjà parlé, on a déjà spoilé finalement. Rob Bottin. Il a bossé sur un film très 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 intéressant que j'aime énormément. C'est mon tour. The Thing, John Carpenter, 1982. Un réalisateur que j'aime énormément, dont j'espère ne... Enfin, je vous ai déjà assez bassiné avec John Carpenter depuis qu'on se connaît. Mais bon, c'était un... Tu n'as pas bassiné les auditeurs. Je n'ai pas bassiné les auditeurs. Bah oui, bon, quelques-uns peut-être. Déjà, pour dire d'où je parle avec Carpenter, faut savoir qu'en parlant de lui, je considère commencer avec le mode facile, ok? C'est-à-dire que peut-être de la même manière que Balthazar pour Miyazaki, que toi, Louis, pour Ridley Scott, Carpenter, c'est un auteur, un réalisateur que j'ai pas mal étudié, sans me faire passer pour un expert non plus, hein, je veux dire, j'ai pas écrit sa bio, hein, faut pas déconner, mais j'ai étudié sa carrière comme on étudie la carrière d'un artiste qui nous passionne, tout simplement. Et ce mec, il est surtout dans mon cœur, je dis ça, si vous tapez son blast sur Google, vous voyez sa gueule, vous aurez l'impression d'un papy ronchon, pas forcément sympa, plutôt aigri. Il a une bonne tête quand même. Ah, il a une bonne tête. Le papy ronchon a globalement une bonne tête. Je trouve qu'il a une tête attachante. Ouais, bah... Notamment avec sa moustache. Oui, il a une très belle moustache. Qui sait, hein, ça se trouve il l'est. Mais non, moi il m'a transmis un amour pour le cinéma de genre, pour le cinéma fantastique, qui m'est resté en fait depuis que j'ai vu The Thing, parce que c'est mon premier contact avec Carpenter, et quel contact. Avec le cinéma de genre en général? Comment? Avec le cinéma de genre en général? C'est-à-dire? Parce que The Thing, c'est ton premier contact avec... Ah pardon, non, mon premier contact avec Carpenter. Non, parce que des films d'horreur, j'en avais déjà vu, tu vois. Je sais pas, mon premier film d'horreur, je crois... Alors, c'est quoi mon premier film d'horreur? Bonne question, c'est quoi votre premier film d'horreur? Ça devait être un truc, genre Destination Finale, un truc comme ça, je sais pas. Un truc à la con, je sais pas. Ah ouais. J'allais dire Scary Movie, ça compte pas du tout. Mais... non, mais c'est un amour du genre qui s'est prolongé ensuite avec des cinéastes que je vous bassine encore avec, genre Sam Raimi, grand fan d'Evil Dead, j'espère qu'on en parlera un jour aussi. Guillermo del Toro, dont le labyrinthe de Pan m'a hanté pas mal de nuits au collège. Et ouais, tout simplement, The Thing, en fait, ça a été un de ces chocs, quoi. D'abord, un choc de mise en scène, un choc d'ambiance, un choc visuel. Voilà, il faudrait en parler 3 heures, mais clairement pas le temps. Rien que la mise en scène tout en épure de Carpenter, c'est quelque chose que j'admire énormément dans son travail. C'est-à-dire que vraiment, ce qui définit à mes yeux ce réalisateur, au-delà du fait que souvent on le caractérise comme un talentueux réalisateur de films de genre à petit budget, ce qu'il est, mais pas que, à mes yeux. Non, il va filmer l'essentiel en fait. Il va chercher l'efficacité de ses scènes.
il va tout simplement chercher à être efficace. Et pour moi, il y arrive plus que bien. Carpenter aussi, c'est un artiste qui se revendique énormément du cinéma classique, il va reprendre énormément de codes du western dans ses films. Alors, tout le monde a vu tous The Thing ici, je sais pas. Ouais, je me suis semble bien. Ouais. Est-ce que vous aussi vous ressentez un côté western dans The Thing? Ennio Morricone. Ah bah attends, on va parler de la musique après. Non, parce que mais effectivement, il y a un petit côté, ouais. Bah, c'est un peu un western dans la neige. Bah déjà, ouais, c'est vrai ça. Il fait bien western le mec. Ouais, parce que après je vais arriver sur The Thing, dire le synopsis et tout le bordel, mais ouais, ok, je suis pas le seul. C'est vrai que je suis pas le premier, enfin je suis pas le seul à ne pas donner le synopsis. En même temps, j'y ai jamais pensé, mais maintenant que tu me le dis, ça, effectivement, ça paraît. Bah, je vous donne cette petite clé. Carpenter, oui, sa passion c'est le western. En fait, il aurait toujours voulu réaliser un western, il a jamais eu l'occasion. Pour sûr, un de ses films préférés, fait par un de ses réalisateurs préférés, c'est Rio Bravo de Howard Hawks. Et c'est d'ailleurs, il avait vraiment une vraie réticence à propos de faire The Thing. Pourquoi ? Parce que, là je vais arriver à The Thing, c'est beau. The Thing, c'est... Noé, tu lèves la main. D'ailleurs, c'est marrant parce que Quentin Tarantino, c'est aussi Rio Bravo, son film préféré. Mais tu sais que je le savais pas. Mais c'était pas Battle Royale, il en parlait pas. Non, c'est un de ses non, top, je crois pas. Je pense pas que c'est son Rio préféré. Bravo, il a dit que c'était celui qui prenait sur une île déserte. D'accord. Donc pour le petit moment Wikipédia, faut savoir que The Thing, le film de Carpenter, adapte une nouvelle, Who Goes There, sortie en 1938, oui t'as vu, de John W. Campbell, donc une nouvelle fantastique, voilà. Et c'est aussi plus ou moins un hommage en fait, et non un remake, il le dit lui-même, il y tient, de la première adaptation de cette nouvelle, The Thing from Another World, réalisée par Christian Newby en 1951, et co-réalisé avec Howard Hawks, mais en fait depuis... on saurait que c'est un peu Howard Hawks qui était aux commandes et pas vraiment Newby. Mais quand vous voyez le film, c'est vraiment un film de Howard Hawks en même temps. Ça ressemble quoi. Et là, je vais peut-être arriver enfin au synopsis de The Thing. De quoi parle The Thing pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Au cœur de l'Antarctique, une équipe de chercheurs composée de 12 hommes découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie en prenant la forme de celui qu'elle veut. Dès lors, le soupçon s'installe entre les hommes de l'équipe. Où se cache la créature? Qui habite-t-elle? Ça va vous? Un véritable combat s'engage. Among Us. C'est Among Us le film, voilà. Vous aurez 20 reviews Letterboxd comme ça. C'est vraiment... Non mais effectivement. Non mais... Et pour moi, The Thing, c'est vraiment un artiste au sommet de son art. C'est-à-dire que on arrive en 1982, Carpenter, il est au top. Il sort de Halloween. Je pense que tout le monde voit un peu Halloween. Sorti en 1978. Carpenter Prime, t'es en train de nous dire? Mais mec, The Thing, Carpenter Prime. Hein. Et je vais arriver pareil à un point commun avec Legend. Oui, pardon, Balthazar, Non, pas de soucis. Non, j'allais dire, le film a été un gros flop. Évidemment. Mais si... C'était le point commun. Pour revenir sur Prime Karim Debache qui disait qu'il pensait que si The Thing avait marché, Carpenter, il aurait grave pu devenir un genre de Spielberg, en fait. Mais oui, mais tu sais que tu as écouté toi aussi le live de ce merveilleux Karim Debache sur The Thing. Il sort. Et c'est vrai, parce que en fait, Carpenter, donc je le disais, Halloween c'est 78, il casse la baraque avec Halloween, je crois que c'est le film le plus rentable quand il sort, du cinéma indépendant américain. Il avait un budget de $300 000, et il en a rapporté, je sais pas, 30 millions, je suis pas sûr des chiffres pour Halloween, mais c'est tout simplement pour dire que Carpenter, là, il est au top, on lui donne le budget, il va s'allier avec Universal pour le projet de The Thing, parce qu'au final, il aura accepté de le faire. Il l'a accepté seulement si seulement ce n'était pas un remake, en fait, du film de Howard Hawks et de Christian Newby. C'est-à-dire qu'il était ok pour faire le film, si c'était pour créer quelque chose, ne pas raconter la même chose, quoi. Et d'ailleurs, rien que sur les créatures, on va en arriver après, parce que c'est quand même l'élément principal du film, il fait autre chose. Mais du coup, ouais, The Thing, c'est quoi? C'est 15 millions de budget. Ah ouais. Balthazar vient de me montrer sur son téléphone dans ses notes que Halloween c'était 70 millions de box-office. Voilà. Après bon, l'inflation, tout ça, mais non, mais tout simplement pour tes dire chiffres sont bons, ne t'inquiète pas. Non, c'est 47 aux États-Unis et 70 dans le monde. D'accord, merci. Okay. Merci beaucoup pour ces précisions. Halloween est un carton et Halloween est un chef-d'œuvre. Vous voyez Halloween. Bref, on n'est pas là pour parler d'Halloween, mais du coup ouais, The Thing c'est 15 millions de budget. Alors ça n'a pas été un four économique en soi, mais ça a pas du tout rapporté la somme voulue quoi par Universal. C'est rentré dans ses frais il me semble, mais ça a été un four quoi. C'est pas le succès espéré par Universal quoi, c'est ça que je veux dire. Et pourtant c'est un des plus gros budgets de Carpenter quoi. Il aura... Et juste pour donner des infos, le film a rapporté $3,1 millions
Ça m'a pas l'air très rentable. C'est pas rentable. C'est The Thing, ça? Que aux États-Unis? Que aux États-Unis. Ok, donc oui, après il a rapporté plus à l'international et en DVD, mais bien sûr, enfin en vidéo, mais ça reste. Non, mais pour vous dire quoi, le four que ça a été. Et le budget initial, tu pourrais le rappeler, s'il te plaît? Il a fini son exploitation avec un total de 20 millions de dollars au box-office. 20 millions de dollars au box-office. C'est un petit. Voilà, c'est pour dire, c'est ce que je disais. Il rentre dans ses frais, au final, au bout de son parcours, mais c'est pas du tout le succès espéré, quoi. Donc là, on va arriver à un truc intéressant. Tu nous parlais de Spielberg, Balthazar. Il y a un film de Spielberg qui sort en 82. Noé by tu là. E.T. Mais oui, évidemment. Et The Thing, c'est une histoire d'extraterrestre. E.T. c'est quoi? Une histoire d'extraterrestre. J'adore. Un gentil extraterrestre. The Thing, moins gentil. Pas gentil extraterrestre. Non, tout ça pour dire que même Carpenter le dit, il en parle. The Thing sort la même semaine qu'E.T. Clairement, ça n'a pas aidé. En plus, on est quoi? On est dans l'Amérique réganienne, 82. Les gens ont peut-être pas envie de voir un film nihiliste et sombre comme The Thing. Parce que après, je vais en parler, mais The Thing, c'est une ambiance, hein, c'est quelque chose. Très bonne ambiance d'ailleurs. Mais... Très bonne ambiance, oui, bien sûr. Enfin, bonne. Non, mais c'est pour dire que c'est pas E.T. quoi. Voilà. C'est pas la musique de John Williams. C'est pas le gentil petit E.T. C'est les couloirs vides. C'est les couloirs vides, c'est la crasse, mon pote. C'est le froid. C'est un film froid, mon pote. Et ouais, parce qu'on est quand même en Antarctique et on le voit, on le sent. Parce que pour savoir, les studios étaient frigorifiés, quoi. C'est-à-dire que les acteurs avaient très froid. Vraiment un tournage pas forcément. Ouais, ça a vraiment agréable. été tourné en Antarctique. Non, mais les studios étaient frigorifiés. J'ai abusé, mais. Mais du coup, je vais arriver peut-être aux louanges techniques du film. Tu nous as déjà parlé de Rob Bottin. Évidemment que la créature dans The Thing, pour ceux qui auront vu The Thing, parce que il faut savoir la créature de The Thing est une créature métamorphe qui va donc prendre l'apparence des scientifiques sur la base et semer la confusion, donc prendre leur apparence. On a des scènes de transformation, de mutilation impressionnantes. D'ailleurs, petite anecdote, Rob Bottin, déjà faut savoir qu'en termes d'organisation, c'était le bordel. Il est aussi talentueux que désorganisé, ce mec. Quand il fait The Thing, il a 21 ans, il est fougueux, enfin, c'est vraiment le bordel. Personne ne l'aime vraiment beaucoup sur le tournage. Tant c'est le bordel, tant il est pas à temps, enfin c'est vraiment n'importe quoi. En plus, on a certains effets, évidemment, sinon c'est pas drôle, qui avaient du mal un peu à fonctionner. Par exemple, vous voyez peut-être la scène du défibrillateur, une scène très connue. Pour ceux qui n'ont pas vu The Thing, voyez The Thing déjà. Voilà, voyez The Thing. Ça va être très graphique, très visuel, hein, parce que c'est quand même un film visuellement qui vous chope. Elle est en animation pour le coup, donc. En animatronics, ouais. Bah, là, on a une tête qui se détache en animatronics. Ouais. Cette tête a galéré à marcher. Vraiment, c'était un enfer de ce que j'ai lu, cette scène. Et en plus, Rob Bottin, il avait déjà bossé avec Carpenter sur The Fog, pardon, qui sort, je crois, alors un an avant, je vais pas dire de conneries, The Fog de John Carpenter, 81, je vais pas dire de conneries, ou 80, ouais. Où il retrouve d'ailleurs Jamie Lee Curtis, l'actrice d'Halloween, qui aura eu une petite collaboration avec Carpenter. C'est de Everything. Bien sûr, c'est de Everything Everywhere All at Once, dont on parlera. Avez-vous vu ce film? Mais et ouais, il avait fait quelques effets dans The Fog, qui est un film de fantôme un peu. Et voilà, il a fait quelques effets pratiques très sympas. Et pour dire, Rob Bottin, il se butait quoi sur le tournage de The Thing. Il faisait des journées de taf mais hallucinantes. Il en est tombé malade à la fin. Quoi, c'est vraiment. En plus, il se nourrissait très mal. Quoi, c'est vraiment à base de barres chocolatées. Quoi. Il passait ses journées à bosser. Tellement en mal, le pauvre, qu'il a été aidé par Stan Winston, donc Monsieur Terminator entre autres. Et oui, tu veux nous dire un truc sur Stan Winston, Noé? Il le remercie à la fin, oui. Il le remercie, et ils ont bien raison, parce qu'il est notamment à l'origine de, pour ceux qui voient encore le film, la scène avec les chiens. Ouais, une des premières scènes de révélation. C'est de révélation du monstre. C'est la scène de révélation. Oui, c'est la première scène. Où les scientifiques dans la base se rendent compte que les chiens, il y a un petit problème quand même. C'est impressionnant, je trouve. Ouais, mais clairement. Elle te met dans l'ambiance, la scène. Quoi. Ouais. Et ouais, elle a été supervisée par Stan Winston, qui est aussi Monsieur Jurassic Park. J'ai dit Terminator, mais voilà. C'est quelqu'un. Voilà pour les effets pratiques, je pourrais en parler des heures, mais voilà. La lumière de Dean Cundey, donc chef opérateur de The Thing, qui a été aussi le directeur photo de Spielberg sur quelques films, notamment Jurassic Park. On y revient. Mais toujours aussi... les gros monstres. Hein. Mais oui, les gros dinos, les gros monstres, ça se rejoint. Ouais. Il a aussi bossé avec Carpenter sur Halloween, on y revient encore. Et Dean Cundey, il a une lumière dans The Thing qui est absolument géniale. Et d'ailleurs, il joue avec l'identité, en fait, disons que la lumière, sans trop en dire, donne des indices sur l'identité des personnages et indique plus ou moins qui est encore humain, qui est encore en vie, qui a encore quelque chose d'humain en lui, quoi. D'ailleurs, j'ai pas parlé des acteurs, peut-être que je peux directement enchaîner sur le cast. Vas-y. On a un Kurt Russell qui aura une longue collaboration aussi avec John Carpenter,
qui est, moi je trouve génial dans ce film, quoi. McCready, le personnage principal, qui devient d'ailleurs, à l'écriture du scénario, il était pas forcément prévu pour être le personnage principal, quoi, mais ils ont décidé d'en faire un leader. Mais pour ceux qui ont vu le film, voilà, c'est le pilote d'hélicoptère, McCready. On a Childs, le personnage de Childs aussi, que moi j'adore dans The Thing. Je crois que l'acteur c'est Case David. David. C'est qui? Oui. Qui c'est. Tu as vu They Live? Oui, c'est mon Carpenter préféré d'ailleurs. C'est ton Carpenter préféré? Ouais. Incroyable. Je te le dis avant que tu me demande. Non, mais est-ce que tu vois le personnage dans They Live qui se bat avec... Ah oui, la scène de catch voilà, qui dure beaucoup trop longtemps. Qui dure très longtemps, que j'adore. Ouais, elle est super. Voilà, c'est lui, Case David, qui partage la scène de fin, je vais pas spoiler The Thing, mais qui partage la scène de fin avec Kurt Russell, une scène absolument immense, peut-être ma scène préférée de la filmographie de Carpenter, une fin parfaite à mon sens, mais ça... Voilà. Qu'on va pas spoiler, mais... Oh, voyez The Thing, quoi, c'est bon. Qui est vraiment dans l'ambiance, quoi. Qui est vraiment, ouais. Et pour parler de l'ambiance du film, je l'ai dit, déjà, c'est un film froid, c'est un film stérile, quoi, je veux dire, c'est un film... Ouais. C'est un film de mecs, on est vraiment avec des mecs, il y a pas de vie dans ce truc. Je crois que c'était vraiment, il en parle, c'est une volonté de Carpenter, quoi. C'est all male cast, quoi. Ouais, Non, mais c'est pas, il y a pas une volonté viriliste. Non, c'est vraiment la représentation, parce que c'est un film nihiliste, quand même, The Thing, il y a pas de vie, il y a pas d'espoir dans The Thing. C'est-à-dire que, encore une fois, sans spoiler la fin, après The Thing, on devine assez bien la fin, quoi. Je veux dire, mais la fin de tout, je veux dire. Pas que la fin du film. Et ça me permet de... Quoi. Comment ? C'est plutôt explicite, en effet. Ouais, voilà. Et ça me permet d'enchaîner sur le fait que The Thing fait partie d'une trilogie, on va dire, intrafilmique dans la filmographie de Carpenter. Je sais pas du tout si intrafilmique est un bon terme à utiliser. Ça va, ouais. La trilogie de l'Apocalypse, donc 3 films chez Carpenter, The Thing en 82, Entre la folie, je n'ai plus la date. Et bref, et Prince des Ténèbres en 87, ça je l'ai par contre. 3 films qui ont pour point commun finalement de vouer l'espèce humaine à la destruction totale, quoi. C'est des films tous assez sombres, nihilistes est vraiment le terme. C'est des petites boules noires, quoi, des concentrés d'obscurité. Mais il y a un peu une pré-apocalypse dans The Thing, quoi. C'est totalement ça. Encore une fois, sans en dire trop, mais The Thing annonce rien de bon. On reparlera aussi. Mais oui. De They Live. Mais They Live, oui, mais totalement. Mais et donc voilà, et ça me permet, je vais conclure peut-être là-dessus, parce que c'est un concept qui me passionne énormément et j'ai envie d'en parler. Donc la notion de mal absolu, de mal indescriptible, parce que pour parler un peu plus en détail de la créature de The Thing, c'est une créature qu'on ne peut pas vraiment décrire. Enfin, comment vous la décririez, vous C'est métamorphose. C'est métamorphose. Elle prend tellement de formes. C'est même un peu le concept du film, à un moment, c'est d'essayer de la décrire. Qu'est-ce que c'est que cette créature et comment on peut l'identifier? C'est l'autre. À quoi on peut la relier? C'est la chose. C'est littéralement. Et je crois que c'est ce qu'avait dit. Alors, je sais plus qui a dit ça sur le plateau à qui, mais en tout cas la volonté était vraiment. Alors pour le coup, à contrario du film de Nibi et Hawks, qui là pour le coup, alors pour ceux qui ont vu le film, la créature ressemble à plus ou moins à un gros insecte. Voilà. Ouais. Donc là c'est assez, on est fixé. Explicite. Voilà. C'est un gros insecte. Et non, là il y avait une volonté totalement inverse, quoi, dans le film de Carpenter. On voulait que la chose, on voulait pas arriver et dire faut pas que le public en parle comme le gros insecte, quoi. Mais c'est ce qu'apporte aussi à l'ambiance générale du film. Clairement, si on voyait un gros monstre, ça n'apporterait pas du tout la même. Moi je le trouve terrifiant, la même dimension. D'ailleurs, c'est, je pense, assez en rapport avec l'affiche du film, déjà où t'as juste une silhouette humaine et un visage. Ouais. C'est assez indescriptible. Tu sens que ce qui est en face de toi n'est pas humain, mais même si c'est une silhouette humaine, oui. Tu saurais pas le. Moi j'aime bien cette affiche de. Non, il me semble que cette affiche de The Thing. La seule différence, c'est dans le sang, non, de la chose. Oui, on a une scène, on a plein de scènes géniales. C'est la meilleure scène du film selon moi. Oui, la scène de test sanguin. Celle où il laisse tomber complètement la mise en scène. Tu arrêtes de réfléchir et ça revient le jumpscare efficace. Disons que il y a un jumpscare dans cette scène, on vous dira pas quand. Au moment où la mise en scène te laisse penser qu'il y aura pas forcément de jumpscare. Voilà. Où la mise en scène te laisse un peu tranquille, quoi. Arrête d'insister, quoi. Voilà, t'es constamment sous pression et là t'as l'impression que ça relâche légèrement. Ouais. Et pas du petite scène tranquille et c'est ça qui est assez brillant dans le. C'est assez brillant. Mais la mise en scène et c'est pour ça, c'est une mise en scène assez sobre finalement, assez simpliste. Même si pour moi c'est pas le bon terme pour parler de mise en scène de Carpenter. Non, sobre, mais bien. Terriblement efficace, quoi. Il sait quoi filmer, il sait instaurer un rythme, quoi, Carpenter. Et du coup, pardon, je me suis un peu égaré, on s'est un peu égaré, mais oui, sur cette notion de mal indescriptible, qui passe du coup par le concept et le design de cette créature, j'avais un peu rapidement, en une minute, envie de parler de Lovecraft, de Howard Philip Lovecraft, célèbre écrivain
Bon, on peut peut-être commencer parce que c'est l'horreur spatiale pour Oui, voilà, l'horreur cosmique. Ouais. Tu veux peut-être en parler, Balthazar. Moi, j'ai une définition sous les yeux, mais franchement. Je m'y connais à peine, mais alors l'horreur cosmique selon Lovecraft, c'est une horreur un peu de l'indescriptible, qui est assez en rapport avec une vision nihiliste de la vie. Déjà pour Lovecraft, on est tous des merdes et tout. Oui, voilà. À Lovecraft, on parle de quelqu'un qui ne sortait pas de chez lui, qui était photosensible. Voilà. Une triste vie, Lovecraft. Une pauvre merde aussi. Hein. Oui. Humainement raciste. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui. On peut être triste et con. Hein, ça va souvent ensemble. C'est une horreur qui est basée sur le fait qu'il existe, et nous n'en avons pas conscience, des êtres qui surplombent totalement notre conscience. Et heureusement qu'on ne le sait pas, car si on le saurait, on serait tous fous. On serait tous fous. Mais c'est totalement ce qui arrive dans The Thing. Hein. Les personnages, c'est exactement ça. Les personnages virent à la paranoïa. Ouais, toi t'es la chose. Enfin, on a vraiment ce jeu qui s'engage. Un vrai enjeu qui se crée entre les personnages, quoi, qui sont d'ailleurs hyper, je vais pas en parler trop, mais hyper bien caractérisés. C'est tous des gueules, c'est des noms aussi, mais enfin, moi j'adore les personnages de The Thing. Ils sont tellement bien caractérisés dès leur première scène, quoi, c'est génial. Mais oui, du coup, pour moi, t'as parfaitement expliqué ce que c'était l'horreur cosmique. Moi, j'avais noté donc un genre où l'effroi naît de la découverte, contemplation, d'un univers qui dépasse la loi de la condition humaine, quoi. C'est vraiment ça. Les humains ne sont pas en capacité de comprendre et encore moins d'apprivoiser ça, quoi. Mais aussi, c'est assez marrant si on peut rapprocher Lovecraft à tu disais le truc de l'apocalypse. Lovecraft, si on parle, je parlais de pré-apocalypse avec les A-Lives, mais Lovecraft c'est vraiment de la pré-apocalypse. On suit notamment dans l'appel de Cthulhu tout ce qui va amener à l'apocalypse, et on s'intéresse bien plus à l'avant. Évidemment. Voilà. Mais d'ailleurs le décor de The Thing, Les Montagnes Hallucinées, roman court de science-fiction qui a plus ou moins une histoire similaire, en tout cas au niveau du décorum de Lovecraft, The Thing en reprend clairement l'imagerie, hein. Les montagnes enneigées, c'est une vraie référence, quoi. Et d'ailleurs, je parlais d'images incompréhensibles, de notions incompréhensibles pour l'humain. La scène d'intro de The Thing, on a ce chien qui est poursuivi, on sait pas pourquoi, par cet hélicoptère qui lui tire dessus, quoi. Ça, c'est vraiment une image qui interroge, quoi. Je veux dire, t'embarques le spectateur avec cette première scène, tu te dis, ok, qu'est-ce que je regarde, pourquoi ce mec tire sur ce chien, quoi. Avec le petit synthé de Carpenter, voilà. Ça donne une ambiance vraiment très particulière. Bah d'ailleurs, Carpenter, là, je vais peut-être vraiment finir là-dessus pour le coup. On a une musique de Ennio Morricone, mais... Tu veux nous faire Mais alors, honnêtement, je considère ça plus comme une musique de Ennio Morricone supervisée par Carpenter qu'une vraie musique de Ennio Morricone, parce qu'on est vraiment plus dans du style Carpenter, en accord avec sa mise en scène, très simple. C'est du synthé. Faut savoir que Carpenter a vraiment une importance dans la musique synthé, quoi. Il a inspiré beaucoup d'artistes. D'ailleurs, il fait la musique de la plupart de ses films, quoi. Vraiment, à part The Thing, je sais pas quel autre film, mais je crois que la plupart de ses films ont sa musique, vraiment. 80% de sa filmo, mais oui, dans The Thing est une exception. Et en fait, ouais, Ennio Morricone lui avait donné une première version. Carpenter a du coup réajusté ça, et clairement, tu le sens. C'est vraiment ce tom-tom. J'ai cru que t'allais le faire plus rapidement. Et ouais, ce tom-tom. Au synthé comme ça, qui nous reste en tête, qui donne l'impression d'un cœur qui bat un peu. Enfin, c'est quelque chose qui plane d'une menace, qui se fait ressentir autour des personnages. Et encore une fois, sans pour autant pouvoir la décrire. Moi, je trouve ça génial. Toutes les musiques de Carpenter sont géniales. Évidemment, la plus culte, Halloween. Halloween, je pense que tout le monde à peu près connaît, genre. Ça, je sais pas. J'arrive pas à la... Tu m'as fait l'oublier. Mais si, ça fait... Point. Ah ouais, c'est bien, je l'ai. Revois Halloween. Mais je l'ai vu qu'une fois, il faut que je le revoie. Non, mais je pense que vous voyez tous la musique d'Halloween, et sinon, peut-être, je ne sais pas, qu'elle apparaîtra maintenant. Je sais pas. Complètement. Est-ce qu'on a les droits? Peut-être, on a un peu les droits pendant quelques Je sais pas du tout. Mais ça m'a beaucoup fait penser à Alien. Avec, d'ailleurs, t'as beaucoup de synthé dans Alien, je trouve. On est tellement pas. Avec les couloirs vides comme ça. Oui, il y a beaucoup de scènes de couloirs vides. Avec le mal absolu. Oui. Après, Alien, c'est bien parce que The Thing est la métaphore de rien non plus. Enfin, pour moi, je vois pas
la métaphore. Alors que dans les autres films de John Carpenter, notamment They Live, où tu vois, t'as toute une grosse métaphore. Moi, The Thing est la métaphore de rien du tout. Mais pour moi, c'est vraiment un film. C'est juste le mal qui vraiment incarné. Mais alors que l'alien, le xénomorphe, c'est une métaphore du viol, tu vois. Oui, par exemple, entre parties. Ça, t'as différentes versions. Oui. Il a une tête de bite, Noé. L'alien a une tête de bite. Après, c'est Giger qui a un problème aussi. Oui, non, c'est ça. Non, mais pour revenir, les gars, pour revenir un peu à Carpenter, c'est vrai que tu nous parles de mal absolu. Halloween, Michael Myers, c'est le mal absolu. C'est typiquement le masque blanc. Le masque blanc sans émotion, du tueur qui poursuit ses victimes lentement, qui est insaisissable, qui limite ne meurt jamais en plus. Enfin, on est clairement dans le même principe, même si c'est pas un gros alien dégueu qui prend la forme de gens. Ouais, on n'est pas dans techniquement dans la diégèse. C'est un humain, Michael Myers. Officieusement, c'est quand même. C'est un monstre. Un peu, oui. D'ailleurs, on l'appelle The Shape, la forme. Dans le générique d'Halloween. C'est juste une forme. Et d'ailleurs, je crois qu'il a remonté la première version de Halloween où on voit le visage du mec. Oui, ce plan. Bon, là, du coup, on est sur Halloween, on déborde un peu, mais oui, on voit un moment le visage de Michael Myers, plan un peu incompréhensible. Ça enlève totalement le propos du coup du mal absolu. Mais voilà, je pense qu'on est bon sur John Carpenter, sur The Thing. Voyez The Thing, un John Carpenter préféré, les gars. Je sais pas si vous avez vu beaucoup. Je me suis endormi devant Los Angeles Invasion. Allez, c'était un plaisir d'avoir dans le podcast, Thomas. Il y a 2 jours. Il a pas encore parlé. Je n'ai vu aucun John Carpenter. C'est pas grave. T'auras l'occasion de te rattraper. En plus, ça va être bientôt à toi et ça c'est beau. Bah, je l'ai déjà dit, They Live. Du coup, Los Angeles. Ouais, je dirais, ça commençait bien en vrai. Ouais. Non, parce que je voulais préciser, parce qu'il y a 2 titres. They Live en version originale, mais en France, on a. Invasion Los Angeles. Merci, Invasion Los Angeles. Ok. C'est ça, ouais. Noé, vu que t'es là maintenant. Moi, j'ai vu The Thing, mais j'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi bien aimé Jack Burton. Mais c'est un super film, Jack Burton. Ouais, c'est un super film, engagé un peu de. Surtout très barré, quoi. Et très barré, et c'est un peu. Ils voulaient faire un peu avec Kurt Russell, mais ils ont une très longue collaboration. New York 97, vous voyez New York 97 aussi. Bref. Louis. Bah moi, j'avoue que j'ai vu assez peu de Carpenter, mais The Thing est quand même assez exceptionnel, donc je vois mal un film qui pourrait le détrôner. Donc je dirais The Thing en fait. Ouais, non mais pour moi de toute façon, The Thing, c'est mon film préféré de Carpenter, un de mes films préférés, mon film d'horreur préféré, beaucoup préféré. Pour moi, c'est clairement, je l'ai déjà dit, un artiste au sommet de son art. Il n'atteindra jamais à nouveau ce niveau malheureusement vu que le film a fait un four. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Carpenter? Carpenter, il a arrêté le cinéma, mais il fait de la musique encore. Ah ouais. Ouais. Intéressant. Allez streamer. Allez streamer du Carpenter. Non, mais je crois qu'il a encore des tournées, je suis pas sûr. Mais non, je crois qu'il kiffe. Carrément. Tu vas au festival, tu vas voir Carpenter. Non mais ouais, il rejoue ses musiques de films par exemple. Ah pas ouf du coup la musique de The Thing en festival. Ouais, en festival, ça va turn up. Tu peux nous la refaire Balthazar ou pas, s'il te plaît, la musique de The Thing pour terminer comme ça. Ouais, c'est The Thing ou Halloween. Mais écoutez les musiques de Carpenter, c'est pas mal. 12 men have just discovered something. For 100,000 years, it was buried in the snow and ice. Now it has found a place to live. Inside. Where no one can see it, or hear it, or feel it. I know I'm human. Some of you are still human. This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation. It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open. If it takes us over, then it has no more enemies. Nobody left to kill it. And then it's one. You guys gonna listen to Gary? He can be one of those things! Merci beaucoup Ruben de nous avoir parlé de The Thing. Mais c'est toujours un plaisir moi de parler de The Thing. D'ailleurs Thomas, ça tombe bien que tu prennes la parole parce que ça va être à toi, le dernier intervenant du jour, le dernier de la bande, même si Noé aurait été un très bon allié. Tu reviens quand tu veux. Noé, c'est le fraté quoi. Il contrôle les fake news si on dit des trucs. C'est vrai qu'il nous contredit. De quoi tu vas nous parler Thomas? Alors je vais vous parler de Parasite, donc réalisé en 2019 par Bong Joon. Ah, je croyais que vous en parliez pour The Bong Joon-ho après que vous parlez. Techniquement, ouais. Alors, tu t'avances trop, j'aime pas ce que tu fais. Je pense que tu prends trop de place. Donc. On en parle 2 fois. Faut savoir que j'ai perdu la moitié de mon micro, mais. Vas-y Thomas, parle-nous de Parasite. Bon je vais vous parler de Parasite. Non mais je vais vous parler du synopsis déjà. Donc je vais prendre directement sur Allociné ce qui est écrit pour ceux qui connaissent pas. Mais donc en fait c'est une famille très pauvre, donc la famille Kitek, qui est au chômage et qui s'intéresse donc à la famille Park et qui au fur et à mesure ils vont prendre possession de
de leur vie, on va dire. Et en fait, c'est justement comme c'est écrit, c'est le début d'un engrenage incontrôlable et dont personne ne sortira véritablement indemne. Et donc en fait, ce film, déjà je vais commencer par dire mon rapport avec ce film quand je l'ai découvert. En fait, c'est le film qui m'a fait découvrir le cinéma coréen, je pense. Donc en fait, je l'ai découvert en comme 2019. Beaucoup de gens, je Ouais, pense, comme, en 2019. comme avec la Palme d'Or qu'il a eu, je pense que ça a été un gros coup de projecteur sur le cinéma. On parler aussi le film qui a tout explosé, genre. Oui. Il y en a eu avant, mais c'était bien moindre. Et selon Émile Berthelot, le seul qui méritait l'Oscar. Durant les 10 dernières années. Ouais. Il dit ça, Émile, mais non, c'est pas. Il nous a dit ça. Okay. On n'est pas dans les mêmes groupes. Dans les unpopular. Émile Berthera voyait la scène des chiottes dans LOL. Ok. Il est. Faut pas qu'il écoute ça. Émile. Donc en fait, j'ai eu la chance de découvrir ce film en avant-première, donc c'est vraiment quelques jours après qu'il ait eu la Palme d'Or, je crois. Et donc en fait, ouais, je l'ai vu avec ma mif, et en vrai, c'était une expérience de fou. En fait, je m'attendais à rien du tout, c'était juste, je suis allé au cinéma comme ça, et j'ai vraiment pris une claque. Je pense aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. Je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu de ma vie, j'ai dû le voir moi 6-7 fois, un truc comme ça. Et en fait, déjà pour... beau score. C'est fine, c'est fine. Bravo. C'est fine. Non mais au fil des années en vrai c'est un film genre on se lâche jamais à le revoir et on découvre toujours des choses à chaque visionnage et c'est ultra intéressant. Et en fait ouais donc c'est le film qui m'a fait vraiment qui m'a ouvert au cinéma coréen et qui après avoir vu ce film j'ai commencé à tout regarder donc que ce soit les Old Boy, les grands classiques et justement un peu toute cette nouvelle vague coréenne qu'on avait déjà parlé, on en a parlé. attention mais complètement donc avec Park Chan-wook, Kim Ji-woon et donc Bong Joon-ho et je me suis très vite fait toute sa filmographie comme j'ai vraiment en fait je pense que c'est le film qui m'a dit ok je veux faire des films comme ça un peu. J'ai commencé à regarder donc tous ces films et donc on voit directement dans Parasite donc des thèmes qui reviennent et donc notamment donc le thème de la lutte des classes qui revient donc qui est vraiment présent dans toute la filmographie de partout. Oui, on en reparlera bientôt je pense. Teaser. Exactement. Mais en fait donc voilà en fait c'est comme ça que j'ai découvert ce film et en fait au fil des visionnages je trouve c'est vraiment la perfection de sa mise en scène en fait qui est incroyable. Chaque plan est totalement millimétré on va dire genre il y a aucun détail qui n'est laissé au hasard et en fait comme il disait justement à la masterclass et oui parce qu'on a eu la chance de voir Mon Genou en vrai au Grand Rex. Ça va Noé? Je suis pas allé non plus hein. Alors les bouffons non. Non oui on a... justement mais qui était là pour voir Christophe Maé pour l'avant-première de Fablesman et alors les trois autres là ça dit quoi? Qui c'est qui a vu Jean Dujardin pour le Dain? On bossait en attendant. Ouais, mais qui a vu Jean-Pierre Jeunet? Au moins nous on maîtrise qui a vu c'est quoi? C'est des concours de beats c'est quoi? Qui a vu Clovis Cornillac pour Couleur de l'incendie? Pardon Thomas. Ok, pas de souci. Alors qu'est-ce que je disais? La masterclass. La masterclass, oui. En fait, donc on a eu la chance de voir donc Bong Joon-ho au Grand Rex et en fait justement ce qu'il disait pour conclure, c'est qu'il disait justement il a fait vraiment du mieux qu'il peut et que pour lui justement en fait à la fin du film il disait il pouvait pas faire mieux avec on va dire le produit qu'il avait de base et je trouve justement c'est un truc qui se ressent donc en fait c'est vraiment parfait en termes de soit de mise en scène, de montage, de jeu d'acteur même dans le scénario. Et je trouve justement c'est tout cet ensemble qui en fait carrément un film pour moi que je dirais parfait. Et voilà. Donc en fait pour un peu contextualiser pour ceux qui n'ont pas justement tout l'impact qu'a eu Parasite. Donc déjà il a eu la Palme d'Or en 2019. Ce qui est quelque chose, oui. Ce qui est quelque chose déjà de pas mal de bel événement. Exactement. Surtout pour un film coréen c'est. Je crois Old Boy a eu le Grand Prix. Oui il a eu le Grand Prix c'est ça. Le Grand Prix en 2003. Ouais. Et aussi donc le plus grand exploit on va dire c'est que c'est le premier film donc non anglophone on va dire qui parlait pas anglais à gagner donc l'Oscar du meilleur film. Donc il a gagné 4 Oscars donc vas-y dont meilleur film. J'en ai aucune idée, je vais regarder sur Wikipédia. Meilleur acteur. Meilleur film étranger. Il a pas eu meilleur acteur. Il a eu pour moi il a eu meilleur réalisateur non? Il est meilleur film et meilleur film étranger. Oui. Ouais, en même temps c'est un film étranger donc les gars. Je regarde tout de suite. C'est bon je les ai. Attention, vas-y. Palme d'Or et Oscar, il en a 4. Ouais. Meilleur film, meilleur réalisateur, voilà. Meilleur scénario original et meilleur film international. Exactement. Et je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord pour dire mérité.
Complètement mérité. Pas qui avait gagné les meilleurs acteurs à l'époque, mais Joaquin Phoenix en ouais, ok. Très mérité, même je pense très sain pour le cinéma. Je pense que ça a vraiment été même la Palme d'Or qui est la plus justifiée. Ça fait du bien, parce que la Palme d'Or est un peu faite pour diviser. Même Titan a complètement divisé. Titan divise. Même moi qui suis fan de Julia Ducournau, j'ai pas trop aimé. Mais ça a toujours été un peu fait pour diviser. Et je pense là, c'est vraiment une Palme d'Or qui a réuni tout le monde. Globalement, tout le monde était d'accord pour dire que franchement, ça valait le coup. C'était totalement le meilleur. Et la Palme d'Or, c'est aussi pour montrer un autre cinéma, quoi. Ouais, exactement. C'est aussi pour faire révéler un autre cinéma. Après, du coup, Almodovar aura jamais sa Palme d'Or et ça me rend triste. C'est jamais. C'est pas fini encore. Vas-y Thomas. Mais donc donc ça a donné vraiment une résonance internationale, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc par exemple, déjà Bong Joon-ho, il était pas sûr de compléter son budget, on va dire, il y avait 11 millions je crois de budget à l'origine, plus après il y a eu 5 en com, donc je crois il y avait un truc 16 millions, il était même pas sûr de pouvoir que ce soit rentable, et au final donc le film je crois a rapporté plus de 230 millions de dollars au box-office, donc ce qui en cumulant l'international, incroyable. Il a de quoi faire un film après, quoi. Surtout je crois il a quand même fait 2 millions d'entrées en France, ce qui est totalement incroyable pour un film coréen, quoi. Qui en plus après ressorti en noir et blanc et tout. Je sais pas si c'était la même année que. Ouais, en fait, ça, la version alternative. C'est une version noir et blanc. En noir et blanc, ouais. D'accord. C'est ressorti. Quel honneur. En fait, il a fait, je crois, une avant-première justement à un festival de Munich. Ça se trouve, c'est une fake news. Après. Boss ici, les sources sont bossées. Pas du tout. Après, il est vraiment arrivé pile au bon moment puisqu'il s'est bien inscrit dans la vague de culture coréenne qui est arrivée à l'international avec la K-pop. Bon, après, entre autres, il est arrivé au bon moment. Il fait des gros films depuis pas mal d'années. C'est aussi lui qui il serait arrivé avec un The Host par exemple. Je pense que à l'international, le premier contact, le premier choc avec le cinéma coréen, pas pour nous, on était trop jeunes. Oldboy, en 2003, était déjà un premier contact pour le public international. Oldboy, ça a dû marquer. Là, c'est le grand public. Oui, c'est ça. Parasite, ça touche carrément le grand public. C'est ça qui est incroyable, je trouve, justement, de voir ce film qui fait de base très coréen et qui arrive quand même à toucher le public international et qui est hyper universel, le thème est hyper universel de la lutte des classes, tout ça. Et c'est trop bien. On a un poster de Marx là dans la salle. Là, on a parlé de Porco Rosso, on enchaîne avec Parasite. Peut-être sur le côté engagé de Bong Joon-ho. Complètement. Mais en fait, déjà c'est le 7e long métrage de Bong Joon-ho. Et en fait aussi, c'est surtout, il avait pas fait de film coréen depuis plus de 10 ans vraiment, comme il avait fait du Snowpiercer et Okja, qui sont pas des productions coréennes. Et donc en fait, son dernier film, ça datait de 2009, donc de Mother. Et donc ça faisait plus de 10 ans qu'il avait pas fait de film coréen. Du coup, c'est vraiment un retour aux sources aussi. Et en fait, c'est un film qui a l'air très simple de base, on va dire. Genre, il y a pas c'est pas du grand spectacle, on va dire. C'est très intime. On est vraiment avec cette famille tout du long et on est avec eux. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que déjà, il gagne la Palme d'Or en 2019. Exactement. Non, mais il gagne la Palme d'Or. Donc la Palme d'Or, c'est comme au Festival de Cannes, qui est un endroit très très riche, c'est vraiment un public bourgeois, on va dire, qui découvre ça. Et alors que qui leur chie sur la gueule. Alors que le sujet est totalement aussi, je trouve, ce qui est en fait, ça ouvre au cinéma coréen en mode le film, il a une multiplicité de genres et c'est quelque chose, je trouve, qui est pas unique au cinéma coréen, mais qui est comme une marque de fabrique de justement exactement cette multiplicité de genres. Donc là, c'est vraiment on pourrait dire carrément une tragicomédie. Et avec toute cette première partie qui est totalement, où tout se passe parfaitement bien, il y a une totale maîtrise et justement ça fait très, c'est une mise en abîme du cinéma complètement, genre ils mettent en scène leur casse un peu. Exactement, vraiment. Et c'est parfaitement mené, donc comme par exemple par le montage, qui par exemple pour les 5 minutes, on va dire, juste de la séquence de cette destitution de la servante, on va dire, juste en très peu de plans, je crois, juste en une 50aine de plans, il arrive complètement à créer une nouvelle histoire et c'est complètement un court-métrage dans le long-métrage, on va dire. Dans le long-métrage. Il y a un gros côté Ocean's Eleven vraiment dans la scène qui est trop satisfaisant. C'est incroyable, quand tu finis cette séquence, t'es trop heureux et tu dis... C'est smooth. Je me demande même c'est la perte du travail. Se passer mal, au final. Exactement. Je dis tout est trop parfait, qu'est-ce qui va se passer? Ça complètement. Et aussi, ce qu'on pourrait parler, c'est de l'acteur Song Kang-ho, qui est donc l'acteur fétiche de Babe. Exactement, donc qui est vraiment Babe Song Kang-ho. Ouais, le duo acteur-réalisateur très présent, je crois. Donc il est présent dans 4 films, 4. 4 au moins, ouais, parce qu'il est dans The Host, Memory of Murder, mais même de toute la nouvelle vague coréenne, parce que aussi il a énormément étoiles avec coréenne. Ouais, il a énormément bossé avec Park Chan-wook aussi. L'acteur
assez identifié par le grand public. Globalement, l'acteur qui a porté limite à lui seul la nouvelle vague coréenne en fait. Enfin, les grands succès. Représente, c'est celui. Oui, c'est les grands succès de. Il est dans les gros succès. De cette vague, c'est lui quoi. Et c'est l'acteur phare à chaque fois. Je crois qu'il est dans son prochain film aussi, dans Mickey. Avec Robert Pattinson. Je crois il est aussi, il joue aussi dedans. C'est cher Robert. Trop hâte de voir ça. C'est pas pour rien que Koreeda, quand il fait un film en Corée, il le prend quoi. Oui, voilà. Il gagne le prix. Tu veux un acteur en Corée, c'est lui quoi. Il est bankable aussi maintenant, je trouve. Voilà, c'est ce que je disais. Le grand public l'identifie maintenant. Ça y est, avec Parasite encore plus. Mais on parlait de projets futurs avec Mickey 17 là rapidement. J'ai entendu. Est-ce que t'as l'info qu'il y a une série qui va être dérivée de Parasite? Ouais, complètement. Ouais, je crois qu'il est producteur dessus. Oui, avec. Ah oui. Quelqu'un d'autre. Est-ce que vous l'avez peut-être? C'est pas avec Park Chan-wook aussi? Non, avec Adam McKay. Ah ouais. Réalisateur de Don't Look Up récemment. Et ouais, j'ai eu cette info. Alors je sais plus. Oui, en plus c'est comme attendre. C'est comme un peu la série, je pense, Snowpiercer sur Netflix. Ouais. Je sais pas, ça annonce vraiment du bon parce que. Après, la série Snowpiercer, c'est une adaptation du film ou c'est une adaptation de la BD? En fait, de la BD. Parce que le film est une adaptation de la BD à la base. Je savais pas du tout, je suis pas du tout au courant, mais si tu me dis Adam McKay et Bong Joon-ho, en vrai, c'est assez logique vu qu'Adam McKay, il a vraiment un truc de lutte des classes et tout. Et il a un film engagé. Voilà. Mais plus et il a tout un et je crois que le nom de son studio est en rapport avec une loi, je sais plus lequel, mais il a un peu tourné son cinéma vers aussi vraiment un truc de lutte des classes, et je sais plus c'est le générique de quel film. Le générique de fin, c'est juste une infographie sur les différences sociales aux États-Unis, donc en vrai c'est assez logique. En plus l'humour grinçant de Adam McKay qui rejoint l'humour tout aussi grinçant de Bong Joon-ho, pour moi ça match quoi. Il est très méchant Bong Joon-ho, mais c'est super drôle. Parce qu'après c'est une série américaine par contre, c'est pas un truc qui est coréen. C'est HBO la production. Ouais, c'est ça, ouais. Après HBO ils font des bons trucs. En général leur travail est quand même correct. Hein. Ouais, en tout cas moi ça me permet de Bong Joon-ho aux États-Unis, il a fait ses preuves, on sait que personnellement ça me permet de voir une série dérivée d'un film que j'adore aussi. Voilà. Avec deux réalisateurs, maintenant producteurs, dont j'admire. Mais tu sais s'ils seront réels dessus ou ils seront que producteurs? C'est une bonne question. Accessoirement, alors ils sont à l'écriture, ils sont à la production, ça c'est sûr. Notamment Adam McKay, producteur délégué, Bong Joon-ho aussi. Mais alors à la réal, je ne sais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus sur Parasite? Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens? Donner envie. Je trouve justement c'est un film qui est hyper grand public et c'est très accessible. Et c'est carrément étonnant de voir à quel point ça peut toucher autant de monde ce film. Ouais, tu le montres à n'importe qui. C'est vrai. Est-ce que vous avez essayé de le montrer à vos proches? Tout le monde a des choses à dire. Je l'ai montré à ma grand-mère. Elle a trouvé ça horrible. Ok. Moi j'ai pas montré à ma mère par peur de cette réaction-là. Moi j'ai commencé avec Snowpiercer parce que ma mère est très divertissement américain, qu'elle a trouvé pas si mal, mais j'ai essayé d'enchaîner après avec. Je trouve justement c'est quelque chose qui est très présent dans le cinéma coréen, c'est que c'est assez trash, on va dire. C'est en fait, et c'est le trash, je trouve, il sert à quelque chose, c'est qu'il est marquant. C'est comme par exemple dans Old Boy, tout le monde se souvient de cette scène-là, et moi je sais que par exemple j'ai montré le film à mes parents, ils ont dit ouais il est horrible. Du coup, ils l'oublieront jamais. Ouais, ça, Old Boy. J'ai eu pas mal de mal la avec même le sensation film à cause de ça d'ailleurs. C'est des films assez viscéraux quoi. Ils tapent dans l'art quoi. Mais c'est l'histoire des réalisateurs aussi qui veut ça quoi. C'est les gars qui ont connu la mort, qui ont connu. Tu veux nous en parler peut-être de cette génération de réalisateurs? C'est. T'es expert de la Corée. Ouais, je suis complètement expert. Moi, j'ai un doctorat en histoire de la Corée. Mais c'est quand même des gars qui sont nés sous la dictature, ont grandi sous la dictature, et on fait partie de. Ouais, il me semble Thomas, tu confirmeras, mais de grandes manifestations étudiantes. C'est la nouvelle génération. Juste après justement la dictature, il y a eu une ouverture. Et qu'on connu la répression aussi, hein. Beaucoup de morts, beaucoup d'accidents. Oui, parce qu'on parle de la censure, mais c'est pas que ça, quoi. Oui, il y a eu des grands accidents. Bong Joon-ho, il a connu ça, et je pense à un film comme The Host, dont peut-être on parlera, attention, où il parle des manifestations étudiantes qu'il a totalement vécues. Ouais, et qui ont été fortement réprimées, il me semble. Hein. Oui. Justement, et je trouve ce qui est cool, c'est qu'on ressent vraiment ce désir de s'exprimer et d'être contre justement le régime politique comme de la Corée, d'être vraiment sur la critique. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas de la critique pure, on va dire, c'est pas de la critique gratuite. Et en fait, c'est vraiment toujours en fond de tous ces films. Ce problème, que ce soit la lutte des classes, il parle aussi beaucoup des problèmes familiaux, tout ça. Et justement, c'est quelque chose qui est toujours en fond, c'est pas montré... on va dire au premier degré. Bon, Parasite est assez frontal à ce niveau-là, je pense. Dans Parasite, Parasite est un mauvais exemple, mais effectivement, c'est un truc qui est souvent dans le film, mais qui n'est pas l'essence propre du film à chaque fois.
Mais c'est ça, c'est toujours en oui, en sous-texte si on veut. Exactement, ouais. Après, c'est sûr que dans Parasite, c'est très montré, c'est ça qui... Pour moi, il a jamais été aussi frontal que dans Parasite. Oui, effectivement. Oui, Parasite n'est pas le... Un film comme Snowpiercer. Là, bon, là aussi, on est quand même très frontal dans Snowpiercer. Il y a vraiment la métaphore de. Ouais, évidemment. Mais pour moi, c'est. Mais après, encore une fois, Snowpiercer, c'est une adaptation. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas le thème principal. Je veux dire, c'est pas l'intrigue. Elle tourne pas autour. Non, évidemment. Disons Disons qu'il est pas forceur, quoi. C'est sous justement divertissement, sous grand divertissement. Ouais, parce que tout à l'heure tu parlais de. Alors je sais plus, de grand spectacle. Tu as dit la notion de grand spectacle. Sûrement. Pour moi. Mais si tu l'as dit. Bah, tu parlais de la scène, là, ce montage de 5 minutes au milieu, du coup, qui conclut un peu le plan de pénétration de la famille Kim, c'est ça? Kim Park. Kim Park. La famille Park et la famille Kitek. La famille de riches, quoi. Kitek, c'est les pauvres, Park, c'est les riches. Ouais. C'est clairement caractérisé comme ça, quoi, on peut le dire. Et leur dernière étape, comme tu disais, c'est de faire virer cette pauvre, finalement, servante, hein, parce qu'il y a aussi ce côté cruel dans Parasite, quoi. Je veux dire, il y a des sacrifiés, quand même, pour leurs intérêts, quoi. On peut avoir ce côté cruel, et on peut... Pauvre servante qui est d'ailleurs présentée au début du film un peu comme la grande méchante. La grande méchante. Non, enfin, d'une certaine manière, c'est celle qui les empêche d'atteindre leur objectif. C'est un peu le boss. C'est un obstacle, si tu veux. C'est le boss final. C'est un obstacle réel, si tu veux. Elle est présentée à la suite du film comme la pauvre servante, mais au début, c'est quand même un petit peu, voilà, le cerbère qui les empêche d'entrer. Voilà, mais le cerbère n'est pas méchant quand il fait son taf, quoi. Il fait son taf, mais voilà, c'est pas... Enfin, par exemple, quand ils l'ont virée de la maison, j'ai pas ressenti de pitié pour elle. J'ai ressenti de la pitié dans la suite du film. Moi non plus, j'ai pas ressenti de pitié. Ah ouais. En fait, je trouve... on est tellement satisfait pour la famille. Voilà, il y a aussi tu ressens de la satisfaction parce qu'ils ont réussi, et après tu ressens de la pitié quand tu vois ce qui se passe après. On va pas. Oui, mais même quand on voit dans la difficulté après où elle est mise, même quand elle est mise en difficulté, je trouve que Bong Joon-ho est parfois vraiment méchant avec elle, et moi ça me fait beaucoup rire, notamment quand faut savoir que le personnage est allergique aux pêches. À un moment, il frotte des pêches sur le visage. Et j'étais éclaté. C'est hilarant, effectivement. Non, mais il y a des scènes clairement burlesques, quoi. Aussi, c'est ça qu'il faut dire. C'est que c'est un film qui est très comique, surtout dans sa première partie, on va dire. Et même quand il aborde le drame, il y a toujours ce côté drôle. Bah, t'as un côté cocasse. Mais pas dédramatisant. Qui est justement burlesque et tout, dans les chutes et tout, même dans les... Ouais, juste quand tu te retrouves à dormir sous la table avec la famille sur le canapé. Oui, c'est la situation. En plus, un beau moment de tension. Et je pense aussi t'as de la tension, mais ça reste un peu comique, décalé, voilà. Oui, voilà. Oui, surtout. Non, surtout vu la manière dont il baise, c'est chelou, mais. Non, mais... oui, non, mais mais cette notion de grand spectacle, pour moi, il y a des scènes comme ça qui sont mises en scène avec une telle aisance, où il y a un tel dynamisme satisfaisant, qui pour moi pourrait presque se faire passer pour un grand divertissement, quoi. Il y a du grand divertissement dans Parasite. Il y a une maîtrise du rythme qui est incroyable dans ce film. En fait, ce qui est hyper fort, c'est que à aucun moment t'as le temps de t'ennuyer. Il maîtrise parfaitement toutes les sensations que tu vas ressentir en tant que spectateur, et je trouve justement c'est un peu un héritier, c'est peut-être un peu gros comme ça, mais vraiment de Hitchcock, en termes de la maîtrise du suspense. Je pense que c'est accurate. Ouais, parce que aussi j'ai vu comme info, c'est il a grandi justement avec le livre Hitchcock Truffaut qui lisait beaucoup, et donc je pense c'est même il y a une apparition d'Hitchcock très subtil dans Parasite, oui. Exactement. Tu peux nous dire quand? Dans la séquence cette fameuse séquence de 5 minutes. Ah oui, effectivement, dans le court-métrage où justement il y a un travelling vertical où il y a juste un livre, on voit écrit Hitchcock. C'est dans les escalators? Non, dans les étagères de la famille. En fait. Ok, oui. C'est vraiment subtil. Ouais, c'est vraiment un clin d'œil. C'est Michel et Michel qui te repèrent ça, quoi. Tu vois. Oh putain, les vieilles rêves. Comment ça, les vieilles rêves? C'est vieux, Michel et Michel. Il y a encore des vidéos sur la chaîne de ciné. Ah ouais? Bon, j'espère que vous connaissez aussi, ils en font encore. J'espère que les auditeurs connaissent Michel et Michel, sinon on passera pour des. La chaîne je sais pas. Non, mais évidemment. Oh, cinéphile ou quoi? Merde. Attention, j'allais au Cinoche. Non, pardon. Mais pour rebondir un peu sur ce que t'as dit, c'est que aussi c'est un film qui est très subtil, je trouve. En fait, il y a beaucoup de symboles, que ce soit par exemple autour de l'odeur, de la pierre qui est très importante aussi. Et c'est des choses, en fait, c'est pas explicite. C'est ça qui est cool. Et par exemple, je voulais prendre un exemple que j'ai oublié.
Je ne sais plus. Ah, Non, voilà. par exemple, aussi c'est un film qui est très vertical, qui est même complètement vertical, de justement la famille Kitek, la famille Oui. pauvre qui se retrouve tout en bas, et justement la famille Park qui se retrouve Cette notion tout des en géants haut, entre qui se sol, retrouve la en- colline, qui se retrouve en haut d'une sont littéralement Oui, bah, en haut, avec, vraiment. Attendez, pas tous en même temps, les gars. Pardon. Non, vas-y, Noé, c'était intéressant La ce que tu théorie du dis. ruissellement avec l'inondation. Ouais, complètement, avec Ouais, la séquence de effectivement. l'inondation, justement, ils redescendent toute l'échelle sociale. Et Ouais. c'est... Enfin, l'eau, c'est macroniste. D'ailleurs, l'eau, on peut en parler, il a un rapport particulier avec l'eau dans son cinéma. C'est ce qu'il avait Ouais. dit. Et ouais, il y a de la pluie partout. pluie il y a de dans la tous pluie les tout films. le temps. Dans Zios, ça pue. Genre, il y a de l'eau partout, tout le temps, il pleut. Memories of Murder, on a cette fameuse scène du tunnel. Terrifiante cette scène sous la pluie. Hein. Ouais, bah. En fait, Bah, globalement, justement, Memories la- of Murder, c'est la pluie, le meurtre. Enfin, le meurtre est associé à la pluie. Hein. Bah, la pluie, elle a Fais gaffe. un but narratif. Genre, Ouais. complètement, par exemple, justement, quand la famille. Après, justement, la séquence où la servante est éjectée, on va dire. Là, il fait beau, tout ça. Ouais. Et ils profitent au maximum. Et justement, C'est le vrai. beau temps, justement, ça représente un peu leur état émotionnel. Ouais. Et après, justement, la pluie, ça leur fait revenir à la réalité. Et justement, après, bah, ça monte. Justement, la différence, elle se fait par justement l'élément naturel. Là, en plus, c'est un vrai déluge, quoi, dans Parasite. Hein. C'est pas la petite pluie. Oui, non, là, c'est le déluge, quoi. Ouais, ça fait Ça 2 fait heures. 2 heures qu'on enregistre. Tranquille. Ça fait 2 heures. Ouais, on tiendra 40 minutes. Après, le montage, je pense que juste d'enregistrer personne ne va écouter. On enregistrera demain, je pense. Ouais. Personne va écouter en entier, tu veux dire? Personne va écouter en entier. Ça se Mec, il y a fait. bien des fans de podcasts. Moi, j'écoute en entier les podcasts quand j'étais. Là, ils vont Mais on va les peut-être mecs. conclure sur Parasite. du coup. Ouais. Ouais, bah en fait, pour conclure, je dirais que c'est pour moi un film parfait, que, comme je l'ai dit en Cette introduction, notion de film parfait. de Assez ce- d'accord. Non, Qui mais est- oui, non, mais. Non, je mais sais c'est vrai pas, qui est ultra fascinant justement pour le spectateur, et c'est un truc qu'on connaît rarement au cinéma, je trouve, de cette satisfaction qui est quand même omniprésente pendant plus d'1 heure, Ouais. où il n'y a aucun problème. Oui, après, c'est un peu plus compliqué, c'est Et vrai. après, c'est un peu plus compliqué, mais en vrai, t'es tellement Enfin, avec pardon, eux que. plus compliqué pour les personnages. On prend toujours autant de plaisir. Oui, voilà. C'est vrai. Pardon, désolé, je voulais préciser. Mais voilà, moi je conclurai là-dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Ça ouvre au cinéma coréen à beaucoup d'autres films qui sont dans la même veine, on dira. Oui, Tu veux voilà. nous conseiller du cinéma coréen, Thomas? Toi, t'adores le cinéma coréen. On aime En tous, vrai, hein, mais je bon. trouve peut-être les plus accessibles, peut-être JSA, je pense. Un des Exceptionnel, premiers JSA, films de Park Chan-wook qui justement aborde La sur première œuvre majeure de Park Chan-wook. Comment Ouais, vous je pense. écrivez ça? JSA. C'est ça, Joint j'ai- Security Area. C'est ça. JSA. Joint C'est la Security frontière Area. entre la Corée Ça du parle Sud de et la la Corée du Nord. DMZ, ou en gros. Voilà. Et carrément, et après peut-être. Je sais pas. Bah après, Old Boy, forcément. Old Boy, je pense forcément, un des classiques qui a même. Si t'en parlais pas, j'allais en parler, mais il y a pas de souci. Parle-nous de Park Chan-wook, là, Et j'adore. j'ai rencontré le diable, I Saw the Devil. Devil. Ça, il est un peu moins accessible, mais ça rentre quand même dans. Après Là, c'est quelques-uns, ça- purement trash. Si Ah, vous aimez ouais, c'est le assez film, là pour le coup viscéral, c'est le terme. le film trash et tout, je pense que Ouais, c'est. Pour les petits psychopathes, Mais là, où qui nous justement, écoutent. c'est pas du tout manichéen, et ça qui est aussi hyper intéressant dans ce film. Très très bon film, ISO. Mais la carrière de après- Kim Ji-woon est ultra intéressante. Complètement, mais de toute et façon, très, en général, regardez tous les assez films. différente, hein. C'est un peu le moins estimé, je trouve. Il est un peu à part. tort, je trouve. Du trio, ouais. Il fait Bah, moins il- des d'accord. films grand Il est public, vrai- je trouve, il est vraiment c'est à pour part ça. par rapport Et aux c'est deux pas autres, un- hein, qui- Mais ouais, en tout cas, regardez tous les films de Park Chan-wook. De bons Kim Jin-woo, Jin-woo, Sauf les Kim Divengeance. Jong-ho. Pas que. Sauf quoi, hein. sauf quoi Et, Sauf les Divengeances. Sauf les Divengeance que Oh, ça Balthazar va, n'aime pas, ça c'est va, ça? J'aime pas. Mais on en reparlera. Et on en aussi reparlera. Naonjin avec The Chaser, Oui, The Murderer j'ai et vu. The Ouais. Strangers, qui sont vraiment cool. Surtout The Faut que je Chaser, vois The honnêtement. Strangers, putain. J'en ai vu des images, des extraits, il faut que je Mais vois voilà, ça. donc découvrir le cinéma coréen. Honnêtement, aujourd'hui, c'est un truc quand même qui est très, très répandu. Oui, trouve, bah là, je pense que c'est beaucoup de popularisé gens, à oui, mal, oui. quoi. Genre, La culture coréenne est quand même très 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 démocratisée maintenant. hein. Et il y a des super trucs quoi, dans le cinéma coréen. Je suis bien Ouais. d'accord avec Thomas. Mais voilà. Complètement. Du coup, bah merci Thomas. Rapidement, on l'a fait pour les autres. Pas de raison pour pas le faire pour Bong Joon-ho. Votre Bong Joon-ho préféré, les gars? Balthazar, vas-y. Je dirais Snowpiercer. Ok. Parce que, je sais pas. Cette réponse me plaît. C'est pas Très ma réponse. original, mais... original. Très film d'enfance aussi. Et Chris Evans. Quoi? Mais quel homme. Film d'enfance, c'est sorti en 2015. Ah hein. bah, tu diras ça à mon père. Hein. Parce que Captain America Mais, a tourné avec Bong Joon-ho. Effectivement, et puis c'est des idées de cinéma dans chaque wagon aussi. C'est génial, Snowpiercer. Complètement. Thomas. Du coup, à part Parasite, en vrai, j'hésite. J'hésite entre Memory of Murder et Mother. Je pense que je dirais Mother quand même parce que ça vaut le coup d'être vu et plus de son côté, on va dire. Ouais, c'est vrai que Il Mother, est plus simple, il est plus dans la même
même énergie que Parasite, je dirais. Ouais. Bah... Super film, Mother aussi. Bon, on peut dire ça à tous les bons Juno. Hein, mais... Globalement. Oui. Voilà, sauf Okja. Non, je rigole. Si t'as raison, j'allais dire sauf Okja, qui est vraiment pas bien. Peut-être un jour. Noé, attends. Ah, pardon. Noé, vas-y. Mais oui, moi, j'ai bien aimé Memories of Murder et Parasite. Ah ouais, c'est fou ça d'aimer. Louis fait un câlin. Moi, je suis complètement d'accord avec Noé, et ça tombe bien que Thomas ait parlé de Mother, parce que Memories of Murder, voyez ça. Absolument. J'aime beaucoup. Moi, j'adore les films policiers, les polars, films d'enquête, tout ça. Mais c'est pas qu'un film d'enquête, c'est aussi. Oui, ce n'est pas qu'un film d'enquête, mais tu vois l'idée. C'est ça qui est cool. Ça traite de plein de trucs. Moi, je veux bien vous rejoindre faire un câlin parce que je suis un peu loin, mais parce que Memories of Murder, c'est aussi ma réponse. Voilà. J'adore Memories of Murder. On est tous copains. Voyez Memories of Murder. Ouais. Après Parasite, faut que je le revoie. Qui est un des tout meilleurs films policiers, thriller policiers. Avec Zodiac de David Fincher, qui a des liens dans sa genèse. Oui, mais c'est parce que Zodiac et Memories of Murder sont très similaires dans le propos. On parlera de Fincher un autre jour. On parlera de Fincher un autre jour, mais c'est... La nuit du 12 La nuit du 12 C'était très bien. Je n'ai pas vu la nuit du 12. Ah là, ça part sur les Césars, du coup, ça part sur les Alors, parlons de cinéma français. Parce que la Corée, c'est bien gentil, mais... Non, mais la nuit du 12, rapidement. Tu veux peut-être Non, mais c'est... quoi c'est juste dans la même thématique. Non, mais tu sais quoi, vu que t'es un peu notre invité improvisé du jour, on veut une reco film, n'importe laquelle. Maintenant. Ne nous déçois pas, Noé. Hit, c'est excellent, je l'ai vu hier soir. C'était incroyable. Michael Mann, c'est du cinéma d'action, j'ai vu ton log Letterboxd, tu as mis un petit cœur. Ça va à fond, quoi. C'est super. Michael Mann... En plus, il est humain. Il présente quand même ses persos, il fait des dramatismes. Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer. Ah ouais, incroyable. Al Pacino, de toute façon, moi, je le place tout en haut, moi. Forcément. Mais ok, Noé. Bah oui, de toute façon, Hit, classique, chef-d'œuvre de Michael Mann. Collatéral aussi. Oui, Collatéral, qui est super. Voilà. Voyez Tom Cruise, tout. Voyez tout. Tom Cruise, hein. Aimez Tom Cruise, en vrai. Aimez Tom Cruise. Il a fait des super films, Tom Cruise. Après, il fait partie du secte aussi, Scientologue. Ouais, mais bon, après la guerre des mondes, il part en couille, mais bon. Ouais, bon. 아들아. 너는 계획이 다 있구나. Merci beaucoup, les gars. On a réussi, je crois, peut-être un peu, l'épisode 0. On verra. On verra si c'est un peu... là, à première vue, comme ça m'a l'air totalement indigeste. Ouais, en plus, je crois que vers la fin, j'ai une voix de Daft Punk. Oui. Mais bon, on verra bien. Rapproche-toi encore un peu plus. Ouais. Mais franchement, merci à vous, les gars. C'était très cool de parler de cinéma avec vous, de nos films préférés. Une émission, vous l'aurez vu, entendu plutôt, un peu fouillis, un peu le bazar. Ouais. À l'arrache. Mais convivial. On vous l'a dit. Voilà. C'est convivial. C'est un podcast. Mais venez je pense avec le temps, ça va. Oui, on vous promet pas d'être régulier, on vous promet pas une super structure à chaque fois. On vous promet juste de la qualité. Même pas de la qualité. Avec des infos non prouvées. avec des sources infernalement pas bancales. Bon, on vous propose de la bonne ambiance alors, c'est cool, non ? C'est ça. Ah ouais, et on fera l'épisode 10 avec Francky aussi. L'épisode 10 avec Francky. L'épisode 10. C'est signé ça ? Voilà, alors là, ceux qui sont pas de la fac n'ont pas la référence. Mais qui va nous écouter en dehors de la fac ? Qui va nous écouter en dehors de la fac ? C'est Fabien aussi, hein. Mais merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de la Hesse en tout cas, ou plutôt ce crash test, à vous de voir. Merci pour nous avoir supportés, nous et nos conneries, pendant 2 heures, les gars. Oh, si vous avez réussi à tout écouter, vous êtes trop forts, des boss. On aime particulièrement les gens qui entendent ces phrases-là. Oui, vraiment, vous en particulier. Effectivement, ça fait 2h05 qu'on enregistre. Il y aura sûrement moins à la fin du podcast, mais on va essayer de vous rendre ça digeste, mais on n'est pas trop sûr. Hein. Vous aurez peut-être mieux fait de mater un film. Hein. Franchement, là, vous perdez votre temps. En espérant que vous reviendrez pour l'épisode 1, le vrai commencement, quand nous serons enfin lancés et que nous serons en pole position pour devenir votre podcast cinéphile préféré. J'en doute pas. Noé, c'est déjà le cas. Pas de détournement chez nous. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos petits réseaux sociaux, @podcastlas minuscule, tout collé, sur Instagram, Twitter. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Parlez de nous, écoutez-nous si ça vous fait plaisir. Et surtout, pensez à mater du movie. Bisous, bisous. Dites bisous là. Bisous les enfants. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On s'en va sans dire au revoir. Yippee pauvre con. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. I'll be back.